Salut. Écrivez dans les commentaires d'où vous venez. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Bonne écoute. Le mari de Jessica avait dit qu'il partait en voyage d'affaires urgent, mais en réalité, il célébrait son anniversaire avec sa maîtresse dans un hôtel à Milan. Mais Jessica avait secrètement emmené toute la famille pour une surprise, y compris ses parents et ses oncles. Quand ils frappèrent à la porte de sa chambre avec le gâteau, c'est la maîtresse qui ouvrit, vêtue seulement d'une serviette. Ce que sa mère fit ensuite, tout l'hôtel l'entendit. Mais avant que tout cela n'arrive, avant que le cri ne déchire le silence de l'hôtel de luxe, il y eut un coup de téléphone. Court, professionnel, presque anodin, mais qui changea tout. Jessica était assise dans son bureau, à l'usine de meubles construite par son père. Elle regardait les chiffres du rapport sans les voir. Dans sa tête tournaient les mots de Lorenzo, son mari, prononcés le matin même. Voyage d'affaires urgent, Jessica. Les partenaires de Zurich sont arrivés, réunion à Milan. Je dois même y passer mon anniversaire. Tu te rends compte ? Mais c'est pour notre avenir. Il l'avait dit avec tant de conviction, en la regardant droit dans les yeux, qu'elle avait failli y croire. Presque. Mais quelque chose en elle, un nœud froid dans son ventre, ne se défaisait plus depuis des mois. Elle connaissait le nom de l'hôtel où il était censé rencontrer ses partenaires. Grand Palazzo. Il l'avait mentionné négligemment. Et maintenant, en regardant son téléphone, Jessica prit une décision. Elle ne resterait plus à douter. Elle devait savoir. Son doigt appuya sur les touches, composant le numéro de l'hôtel. Son cœur battait dans sa gorge. « Grand Palazzo, bonjour », répondit une voix féminine polie. Jessica rendit sa voix aussi officielle et froide que possible. « Bonjour. Je suis l'assistante de Lorenzo Bernardi. Il m'a demandé de vérifier si tout était prêt pour son événement de demain dans la salle de conférence. » Elle retint son souffle. C'était un piège. S'il était là pour affaire, il devait avoir réservé une salle. La réceptionniste se tut une seconde, vérifiant quelque chose. À un instant Bernardi non, nous n'avons pas de réservation de salle de conférence à ce nom. Monsieur Bernardi réside dans la suite 712. Mais aucun événement n'est prévu. C'était fait. Voilà la vérité. Le nœud froid dans le ventre de Jessica s'était transformé en bloc de glace. Il ne travaillait pas. Il était simplement là, seul, dans une suite, le jour de son anniversaire. Cette pensée était tellement évidente, tellement vulgaire et humiliante que Jessica sentit le sang lui monter aux joues. Elle remercia et raccrocha. Quelques minutes, elle resta simplement assise à fixer le mur. Douleur, humiliation, colère, tout se mélangeait en un bloc compact. Elle aurait pu l'appeler, faire un scandale au téléphone. Elle aurait pu faire sa valise et partir. Mais ce serait trop simple. Trop discret. Elle se rappela la façon dont il l'avait regardée ce matin, mentant en pleine face. Et elle ne voulut pas seulement l'exposer, mais l'obliger à affronter non seulement son regard à elle, mais celui de toute sa famille. Cette famille dont il vantait en l'importance. Alors un plan naquit dans sa tête. Audacieux, désespéré, un peu fou. Elle ne lui laisserait pas fêter tranquillement son anniversaire avec une autre. Elle allait lui organiser une véritable fête. Une fête qu'il n'oublierait jamais. La première chose qu'elle fit fut d'appeler sa belle-mère, Claudia Bernardi. « Claudia, bonjour. J'ai une nouvelle extraordinaire pour vous et une grande demande. » Jessica parlait vite, feignant l'enthousiasme. Elle inventa une histoire selon laquelle Lorenzo avait secrètement signé un contrat énorme, sauvant l'entreprise familiale, et qu'il se trouvait humblement dans un hôtel de Milan, refusant la gloire. Il pense qu'il va passer son anniversaire seul, à travailler. Mais nous allons tous nous réunir, vous, Paolo, l'oncle Carlo et la tante Francesca, et débarquer chez lui pour une surprise. Imaginez son visage. Claudia, de l'autre côté du fil, poussa un cri d'admiration. Son fils adoré, son génie, avait encore sauvé tout le monde. L'idée de la surprise lui plut énormément. « Jessica, tu es formidable d'avoir pensé à ça. Bien sûr que nous irons. Je vais appeler tout le monde immédiatement. Mon fils mérite une fête. » 1 heure plus tard, le minivan familial de Jessica les attendait déjà devant leur maison de campagne. C'est elle qui prit le volant. À l'arrière, la famille bavardait. Claudia, rayonnante de fierté pour son fils. Paolo, le père de Lorenzo, toujours silencieux et sérieux, mais dont les yeux exprimaient l'approbation. L'oncle Carlo se réjouissait déjà de fêter le succès de son neveu. Jessica tenait fermement le volant. Ses mains étaient glacées. Elle se sentait comme la metteuse en scène d'une pièce qui allait commencer. Tout le trajet jusqu'à Milan, elle dut écouter les discours enthousiastes de Claudia sur son fils merveilleux, si dévoué à sa famille et à l'entreprise.
Chaque mot de sa belle-mère fouettait les nerfs tendus de Jessica. En chemin, ils s'arrêtèrent dans la meilleure pâtisserie, et Jessica acheta un grand gâteau avec l'inscription « Joyeux anniversaire, notre héros ». Elle portait elle-même la boîte, et il lui semblait qu'elle transportait une bombe à retardement. Voici l'hôtel Grand Palazzo. Un hall luxueux, silence, éclat du marbre. Jessica conduisit le cortège vers l'ascenseur avec assurance. Les proches chuchotaient, impatients de faire la surprise. « Et quel est le numéro » demanda Paolo. « 712 » répondit Jessica d'une voix ferme qui ne trembla pas. Ils montèrent au 7e étage. Un long couloir recouvert de tapis. Un silence assourdissant. Voici la porte. Numéro 712. Bon, silence, murmura Claudia, arrangeant sa coiffure. Jessica, donne-moi le gâteau. C'est moi qui dois le lui offrir. Une mère doit être la première à féliciter son fils. Mais Jessica ne lui donna pas la boîte. Elle fit un pas en avant. Non, laissez-moi. Je suis quand même sa femme. Elle posa la boîte contenant le gâteau à ses pieds. Elle inspira profondément, rassemblant toute sa volonté, et frappa. 3 coups secs et clairs du bout des doigts sur le bois sombre. Des pas se firent entendre derrière la porte. Le verrou claqua. La porte s'ouvrit. Une jeune femme mince, de petite taille, se tenait sur le seuil. Elle ne portait rien d'autre qu'une serviette éponge blanche, nouée négligemment autour de son corps. Ses cheveux étaient humides, et un sourire paresseux et satisfait flottait encore sur son visage, qui s'éteignit aussitôt quand elle aperçut toute la délégation dans le couloir. Derrière Jessica, ce fut le silence total, mortel. Les rires et chuchotements s'interrompirent net. Jessica entendait battre son propre cœur. Elle fixait cette femme, ses épaules nues, la goutte d'eau glissant sur sa clavicule, et ne ressentait rien d'autre qu'un vide froid et retentissant. « Que se passe-t-il ici » retentit la voix irritée de Lorenzo, venant du fond de la chambre. Une seconde plus tard, il apparut derrière l'épaule de l'inconnu. Lui aussi n'avait qu'une serviette enroulée autour des hanches. En voyant toute sa famille figée dans le couloir, et sa femme au centre, il se figea. La panique passa sur son visage, aussitôt remplacée par une froide colère. Personne ne prononça un mot. Le temps semblait suspendu. L'oncle Carlo ouvrit la bouche puis la referma. Paolo pâlit et baissa les yeux, comme honteux de son fils. Mais le regard de Jessica était rivé sur sa belle-mère. Claudia passait des yeux de son fils à moitié nus à ceux de l'inconnu, puis à Jessica. Son visage, encore radieux de fierté une minute plus tôt, se crispa. Mais pas de colère contre Lorenzo. Toute sa rage, tout son mépris, toute sa haine se concentraient sur Jessica. Elle la regardait comme si c'était elle qui se tenait en serviette. Comme si c'était elle qui avait trahi et déshonoré toute la famille. Jessica voulut dire quelque chose, ouvrir la bouche, mais n'en eut pas le temps. Claudia poussa un cri perçant, déchirant, qui résonna dans tout l'étage. Mais ce n'était pas un cri de rage ou de reproche. C'était un cri de douleur. Elle porta sa main à son cœur, ses yeux se révulsèrent. Le cœur, râla-t-elle. Faisant une pause théâtrale, elle s'effondra sur le tapis, juste aux pieds de Jessica. Tout se passa en un instant. La scène de trahison se transforma en scène de tragédie. Lorenzo, oubliant son apparence, jaillit dans le couloir en criant « Maman ». Tout le monde s'agita, se précipita vers Claudia. Et Jessica resta là, immobile, regardant sa belle-mère étendue et la boîte avec le gâteau idiot à ses pieds. Et à cet instant, elle comprit clairement qu'on venait de la devancer. Sa juste colère, son humiliation, sa douleur, tout cela avait été effacé. Aux yeux de sa propre famille, elle venait de passer du statut d'épouse trompée à celui d'intrigante cruelle qui avait provoqué la crise cardiaque de sa belle-mère. L'agitation autour d'elle ressemblait à un film muet. Les gens couraient, quelqu'un criait, l'oncle Carlo allait et venait dans le couloir, tentant d'expliquer quelque chose au personnel de l'hôtel, désemparé. Jessica restait plantée là, comme clouée au sol. Les mouvements, les sons, la panique, tout cela se déroulait dans une autre réalité. Dans la sienne, il n'y avait que la belle-mère étendue par terre, la boîte avec le gâteau et le visage de Lorenzo, déformés par une fausse inquiétude et une véritable, glaciale fureur, dirigée droit contre elle. La fille en serviette, Monica, avait depuis longtemps disparu derrière la porte de la chambre. Maligne. Elle avait joué son rôle et quitté la scène. Le protagoniste, désormais, c'était Lorenzo. Il s'agenouilla près de sa mère, lui tâta le pouls, cria sur l'administrateur accouru au bruit. « L'ambulance. Vous avez appelé l'ambulance ? Elle a le cœur fragile. Mon Dieu, maman, ma petite maman. » Personne ne regardait Jessica avec compassion.
La tante Francesca hochait la tête, les lèvres pincées. L'oncle Carlo lui lança un bref regard accusateur et se détourna. À leurs yeux, elle était un monstre. Celle qui les avait traînés ici pour un jeu cruel et incompréhensible, et voilà le résultat. Les médecins arrivèrent. Ils entourèrent Claudia avec efficacité, commencèrent à poser des questions. Lorenzo, qui avait déjà enfilé un peignoir, répondait pour tout le monde. Un stress très fort. Un choc. Nous voulions simplement fêter mon anniversaire, et ma femme a causé cet enfer. Le mot « femme » fut prononcé comme une injure. Quand on installa Claudia sur le brancard, elle ouvrit les yeux une seconde. Son regard était trouble, mais il trouva Jessica dans la foule. Il n'y avait pas de douleur dedans. Seulement un triomphe froid et lourd. Et à cet instant, Jessica comprit définitivement, quelque chose clochait. C'était trop fluide. Trop parfait. Lorenzo se redressa et s'approcha d'elle. Il ne cria pas. Il parla d'une voix basse, sifflante, pour que seule elle entende. « Contente ? C'est ce que tu voulais ? S'il lui arrive quelque chose, je te détruirai. » Puis il se tourna vers Paolo, désemparé. « Papa, va à l'hôpital avec maman. Je règle ça ici et j'arrive. » Quant à elle, il fit un signe de tête vers Jessica. « Emmenez-la d'ici. Que je ne la vois plus. » Paolo, son beau-père, s'approcha. Son visage était gris, fatigué. Il ne l'accusait pas, mais ne la défendait pas non plus. « Jessica, rentre à la maison. S'il te plaît. Tu ne peux rien faire ici. » Elle hocha la tête en silence. Elle n'avait ni la force ni la raison de résister. Elle se retourna et parcourut le long couloir jusqu'à l'ascenseur, sentant dans son dos des dizaines de regards réprobateurs. Elle était seule. Absolument seule. Tout le trajet de retour jusqu'à leur lotissement, elle conduisit en pilote automatique. L'habitacle sentait la vanille et la génoise du gâteau oublié à l'hôtel. L'odeur d'une fête ratée. D'une humiliation ratée. Elle ne retourna pas dans la maison qu'elle partageait avec Lorenzo, mais dans celle de ses parents à lui, située à côté. Elle entra, alla au salon et s'assit dans un fauteuil. Attendre. Environ 3 heures passèrent. La maison était vide et silencieuse. Puis elle entendit une voiture se garer. Paolo entra. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans. Il se versa un verre d'eau sans un mot, le but d'un trait et seulement alors la regarda. On l'a laissée à l'hôpital pour quelques jours. Sous observation. La tension a flambé, forte crampe. Les médecins ont dit, un peu plus et ça aurait pu être un infarctus. Lorenzo est avec elle. Il se tut, cherchant ses mots. Jessica, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, et je ne veux sans doute pas le savoir. Mais ça ne va pas. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Pourquoi avoir monté ce cirque ? La froide colère, qui sommeillait jusque-là sous la couche de choc, commença à s'éveiller. Un cirque ? Et le fait que votre fils fête son anniversaire avec sa maîtresse dans une suite, ce n'est pas un cirque, Paolo ? Il soupira et détourna le regard. C'est votre affaire à tous les deux. Mais y mêler sa mère est le vénère. Pour elle, c'est un choc. Tu dois aller à l'hôpital et t'excuser. Devant elle et devant Lorenzo. Pour la paix de la famille. Voilà. Les mots-clés. Pour la paix de la famille. Une paix toujours achetée au prix de son silence, de ses concessions. Non, dit fermement Jessica. Je ne vais pas m'excuser d'avoir dit la vérité. Et je ne la crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne la crois pas ? Fronça les sourcils son beau-père. Son évanouissement. Il était faux. Trop théâtral. Trop opportun. Paolo la regarda avec une amère déception. Jessica, arrête. Tu dis des choses horribles. Une femme est à l'hôpital, et toi tu cherches une entourloupe. Tu as dépassé la limite. Il se tourna et monta à l'étage, la laissant seule dans le grand salon sourd. À présent, elle en était sûre. Personne ne la croirait. Sa parole contre la crise cardiaque d'une mère héroïne. Mais le soupçon s'était mué en certitude. Elle devait trouver des preuves. Elle le devait. Elle sortit son téléphone. Un nom lui revint, Marco. Un gars de leur ville qui, il y a quelques années, avait eu des ennuis, et Jessica, grâce aux relations de son père, l'avait aidé à entrer dans le service de sécurité d'une grande entreprise milanaise, qui s'occupait justement d'un réseau d'hôtels, dont le Grand Palazzo. Elle ne l'avait pas revu depuis, mais avait gardé son numéro. Ses doigts tremblaient légèrement en composant. « Oui », répondit une voix devenue étrangère avec les années. « Marco, salut. C'est Jessica Bernardi. Tu te souviens de moi ?» Silence au bout du fil. « Jessica, oui, bien sûr, je me souviens. Que me vaut l'honneur ?»
J'ai besoin d'un service. Très urgent et très officieux. Il me faut l'enregistrement de la caméra de surveillance du couloir du 7e étage de l'hôtel Grand Palazzo. Pour aujourd'hui. Un créneau d'1 heure, à peu près de 5 à 6 heures du soir. Marco se tue de nouveau. Jessica, tu comprends que c'est impossible? Ce sont des informations internes, on se fait virer sur le champ pour ça. Je paierai, Marco, dit rapidement Jessica. Je paierai bien. Autant que tu voudras. J'en ai besoin, c'est une question de vie ou de mort. Elle l'entendit respirer, réfléchir. Elle jouait le tout pour le tout. D'accord, dit-il enfin. 10 000 euros. Et tu ne m'as jamais appelé. J'enverrai le fichier par mail dans 1 heure. Donne-moi l'adresse. Jessica dicta son mail et raccrocha. Son cœur battait la chamade. 10 000 euros pour 1 minute de vidéo. Mais si son intuition était juste, cela vaudrait chaque centime. Elle rentra chez elle, ouvrit son ordinateur portable et attendit. Ce fut l'heure la plus longue de sa vie. Elle regardait l'écran vide, et la scène du couloir repassait encore et encore devant ses yeux. Enfin, une notification de nouveau message arriva. D'un expéditeur sans nom. À l'intérieur, un unique lien vers un service de partage de fichiers. Elle téléchargea la vidéo. Le fichier s'ouvrit dans le lecteur. Image en noir et blanc, granuleuse, sans son. La voilà qui sort de l'ascenseur avec la famille. La voilà qui frappe à la porte. La porte s'ouvre, la fille en serviette apparaît. Lorenzo sort. Tout comme dans sa mémoire. Les visages des proches, figés de stupeur. Et voici le point culminant. Claudia porte la main à son cœur et s'effondre de façon théâtrale sur le tapis. Pile à l'heure. La famille se précipite vers elle. Lorenzo, Paolo, l'oncle Carlo. Il l'entoure, s'agite, masquant entièrement son corps à l'objectif. Quelques secondes d'image ne montrent qu'un remue-ménage de dos et de jambes. Jessica était déjà prête à fermer la vidéo, déçue. Rien de nouveau. Mais son doigt s'arrêta sur la souris. Elle se força à regarder encore. Et alors cela arriva. L'oncle Carlo se recula 1 seconde sur le côté, sans doute pour sortir son téléphone et appeler les secours. Dans l'ouverture créée entre lui et le dos de Lorenzo, penché sur sa mère, on vit, l'espace d'un instant, le visage de Claudia. Il n'était pas déformé par la douleur. Sa tête était légèrement soulevée du sol. Ses yeux étaient ouverts. Et ses yeux regardaient droit son fils. Puis, clairement, nettement, sans la moindre ambiguïté, Claudia lui fit un clin d'œil. Un mouvement rapide, conspirateur, victorieux de la paupière. Ensuite, sa tête retomba sur le tapis, et elle redevint une malheureuse victime. Jessica expira brusquement, comme si on lui avait donné un coup dans le ventre. Elle rembobina. Rejoua ce moment encore. Et encore. Au ralenti. Image par image. Aucune erreur. Aucun jeu d'ombre et de lumière. C'était un geste net, réfléchi. Un signal. Un froid se répandit dans ses veines. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était un complot. Une pièce mise en scène par Lorenzo et sa mère pour faire d'elle, Jessica, un monstre et reprendre l'initiative. Son humiliation n'était qu'un prétexte. Le véritable objectif était ailleurs. Et ce n'était pas un évanouissement. C'était une déclaration de guerre. Jessica claqua le couvercle de l'ordinateur portable avec une telle force que le plastique se fissura. Un claquement sec fendit le silence de la maison vide. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Une colère glacée, d'une pureté cristalline, chassa tous les autres sentiments. Elle se leva, prit les clés de la voiture et son téléphone. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes. Rien qu'un but froid, calculé. Elle savait dans quel hôpital se trouvait Claudia. Lorenzo n'économisait jamais sur l'apparence de l'attention, c'était donc la meilleure clinique privée de la ville. Le trajet dura 20 minutes. Pendant 20 minutes, elle roula dans les rues sombres sans rien voir d'autre que la route devant elle, et une seule pensée tournait dans sa tête. Elle allait lui montrer cette vidéo. Elle la forcerait à la regarder dans les yeux. Le hall de la clinique sentait les médicaments et la tranquillité. Une aimable jeune femme à l'accueil l'informa que Claudia Bernardi était dans la chambre 305, mais que les heures de visite étaient terminées. Jessica ne discuta pas. Elle posa simplement sur la jeune femme un regard, tel que celle-ci baissa les yeux, et se tut quand Jessica passa devant elle vers l'ascenseur. 3e étage. Un couloir silencieux. Une infirmière de garde était assise près de la porte de la chambre 305. « Bernardi, ce n'est pas possible. Elle se repose, elle est fatiguée, » dit la femme. Jessica sortit en silence un billet de 100 € de son portefeuille et le posa sur la petite table devant l'infirmière.
J'ai besoin de 5 minutes. Je suis sa belle-fille. L'infirmière regarda l'argent, puis Jessica. Elle soupira, rangea le billet dans sa poche et se tourna vers son registre. La voie était libre. Jessica entr'ouvrit doucement la porte. La chambre était individuelle, la lumière tamisée. Claudia ne dormait pas. Elle était assise, à demi allongée sur de gros oreillers, et feuilletait avec intérêt un magazine glacé. Sur la table de chevet se trouvait un plateau avec un dîner presque intact. Elle avait l'air parfaitement en bonne santé. Un peu fatiguée, peut-être, mais sûrement pas mourante. En entendant le grincement de la porte, elle leva la tête. En voyant Jessica, elle ne fut pas surprise. Elle posa le magazine et la regarda avec une curiosité froide et expectative. « Tu es venue m'achever » demanda-t-elle calmement. Jessica referma la porte derrière elle, sans un mot. Elle s'approcha du lit. Ses mains ne tremblaient pas. Elle déverrouilla le téléphone, trouva le fichier vidéo et le tendit à sa belle-mère. « Regardez simplement » dit-elle d'une voix basse. Claudia prit le téléphone. Plissa les yeux, rapprochant l'écran de son visage. Quelques secondes, elle regarda en silence la petite image granuleuse. Elle vit tout, l'agitation dans le couloir, la panique sur les visages, son fils et son mari penchés sur elle. Puis elle se vit elle-même. Elle vit ce moment précis. Elle vit son clin d'œil victorieux et conspirateur, adressé à Lorenzo. Elle alla jusqu'au bout. Puis, tout aussi silencieusement, rendit le téléphone à Jessica. Pas un muscle de son visage ne tressaillit. Ni honte, ni repentir, ni peur. Rien. Et alors ? demanda-t-elle en rajustant l'oreiller. L'audace laissa Jessica une seconde pétrifiée. Elle s'attendait à tout, dénégation, cris, justification. Mais pas à ce calme glacial, indifférent. « Quoi ?» répéta Jessica, sentant tout bouillir en elle. « Vous avez trompé tout le monde. Vous avez joué une comédie. Vous avez failli faire de moi une meurtrière. »« J'ai fait ce que je devais, » répondit Claudia d'une voix égale. « Je protégerai toujours mon fils. Toujours. De n'importe qui. Et de n'importe quoi. Surtout des caprices hystériques et stupides. » Elle regardait Jessica droit dans les yeux, et dans les siens, il y avait de l'acier. « Tu croyais l'humilier ? Le couvrir de honte devant toute la famille ? Tu t'es trompée, petite. J'aurais pu mourir pour de vrai s'il avait fallu le protéger. Et toi tu n'es qu'un obstacle. » Ces mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Jessica comprit qu'il était inutile de discuter avec cette femme, d'en appeler à sa conscience. Elle n'en avait pas. Il n'y avait en elle qu'un amour aveugle, dévorant, pour son fils. Alors Claudia changea de tactique. Sa voix devint plus douce, presque compatissante. « Jessica, ne compliquons pas les choses. Ce mariage est déjà mort. Tu le sais, non ? Toi et Lorenzo, vous êtes des gens différents. Ça arrive. Je veux te faire une proposition. Pour la paix. Pour le passé, où il y a eu du bon. » Elle parlait comme une mère sage et attentionnée. « Nous sommes prêts à te verser une indemnité très généreuse. Tu recevras assez d'argent pour partir où tu veux, commencer une nouvelle vie, acheter un appartement à Berlin, voyager, tout ce que tu voudras. En échange, un divorce discret et rapide, et bien sûr, tu cèdes ta part de l'usine à Lorenzo. C'est son affaire, son héritage. Ce sera mieux pour tout le monde. » Jessica l'écoutait, et en elle montait une vague non plus de colère, mais d'un mépris amer et glacé. Ils veulent l'acheter, la jeter hors de sa propre vie, hors de l'entreprise que son père avait bâtie, en payant son silence. « Vous êtes folle » souffla-t-elle. « Vous pensez pouvoir acheter ma vie ? Mon honneur ? L'usine de mon père ? Pour aucun prix. Je ne partirai pas. Je ne vous donnerai ni un euro, ni le moindre lambeau de ce qui m'appartient de droit. » Le visage de Claudia redevint dur. Le masque de la belle-mère attentionnée disparut. « Comme tu voudras » lança-t-elle froidement. « J'ai essayé gentiment. Tu ne nous laisses donc aucun choix. » Elle se redressa dans le lit, son regard devint lourd, perçant. « Tu t'accroches à l'usine, petite sotte, mais sais-tu seulement ce qui se passe vraiment ? Tu es notre directrice des opérations, tu en es fière. Es-tu au courant que ta chère usine est à l'agonie ? Que nous sommes au bord de la faillite ?» Jessica se figea. C'était impossible. Elle contrôlait la production, les dépenses. Oui, ces 6 derniers mois avaient été difficiles, les ventes avaient chuté, mais la faillite était loin. « C'est un mensonge », dit-elle avec assurance. « Un mensonge ?» ricana Claudia. « Ouvre les yeux. Regarde les chiffres réels, pas les beaux rapports que mon fils te met sous le nez. Nous avons d'énormes dettes. Les fournisseurs menacent d'aller en justice.
Encore un mois ou deux, et tout s'écroule. Et ton père, et moi, et toute notre famille iront à la rue. Elle marqua une pause, laissant ces mots s'imprimer dans l'esprit de Jessica. Et le seul qui puisse nous sauver, c'est Lorenzo. Il a un plan. Il a un investisseur prêt à mettre une somme colossale pour nous sortir de ce trou. Il a travaillé là-dessus des semaines, mené des négociations, pendant que tu restais dans ton bureau en te croyant maîtresse de la situation. Jessica écoutait et la terre se dérobait sous ses pieds. Dette, faillite, sauveur mystérieux, cela ressemblait à du délire. Mais Claudia parlait avec une telle assurance glaciale que le doute commença à s'insinuer. Et quel rapport avec tout ça ? Demanda Jessica en indiquant la porte, derrière laquelle restait cet hôtel, cette fille. Claudia la regarda avec une pitié ouverte, comme un enfant limité qui ne comprend pas l'évidence. Tu n'as toujours pas compris. Elle eut un rictus amer. Cette fille à l'hôtel, Monica. Ce n'est pas seulement sa maîtresse. C'est notre unique chance. Jessica la regarda sans comprendre. Sa famille, ce sont précisément ses investisseurs. Son oncle est un homme très influent, immensément riche, prêt à investir dans notre production. Et il est prêt à le faire à une seule condition. Si Lorenzo est avec sa nièce. S'il garantit son avenir. Alors, ta petite surprise à l'hôtel, tu as failli faire capoter l'accord qui doit nous sauver tous. Tu as failli tout détruire par ta jalousie et ton orgueil. Jessica sortit de la chambre d'hôpital, comme dans un brouillard. Les mots de Claudia tintaient à ses oreilles, se mêlant au bourdonnement du sang. Faillite. Dette. Investisseur. La maîtresse qui s'était révélée sauveuse. Tout cela était trop monstrueux pour être vrai, et en même temps trop logique pour être une pure invention. Elle avançait dans le couloir sans remarquer ni l'infirmière, ni la jeune fille effrayée à la réception. Elle s'assit dans la voiture et partit. Mais pas chez elle. À l'usine. Il faisait nuit noire. L'immense bâtiment de l'usine, l'œuvre de toute la vie de son père, se dressait sombre et silencieux. Jessica ouvrit l'entrée principale avec sa clé, traversa les ateliers résonnants, qui sentaient le bois et le vernis. Elle n'alluma la lumière que dans son bureau et à la comptabilité. Si Claudia disait vrai, les traces devaient se trouver dans les documents. Si elle mentait, les traces devaient aussi s'y trouver. Elle se mit au travail. En tant que copropriétaire et directrice des opérations, elle avait un accès complet à tous les comptes et rapports financiers. Mais jusque-là, elle faisait confiance à Lorenzo, directeur commercial, et ne s'attardait pas sur chaque chiffre. Elle s'occupait de la production, de la logistique, des personnes. Lui, de l'argent. C'était leur partage tacite des tâches, qui avait fonctionné pendant des années. Désormais, cette confiance était morte. Les premières heures, elle ne trouva rien de suspect. Des dépenses opérationnelles ordinaires, des paiements aux fournisseurs, les salaires. Tout paraissait comme il fallait. La fatigue commença à se faire sentir. Jessica se prépara un café bien fort dans la petite cuisine du personnel et revint au papier. Elle décida d'emprunter une autre voie. Ne pas regarder les rapports globaux que Lorenzo préparait pour elle, mais remonter au relevé bancaire primaire. Tous, sans exception, pour l'année écoulée. Et c'est là que tout commença. D'abord, ce furent de petits ruisseaux presque imperceptibles. Un paiement au compte d'un cabinet de conseil dont elle n'avait jamais entendu parler. Pour étude de marché, indiquait l'objet. La somme n'était ni minuscule, ni négligeable. Puis un autre paiement au même cabinet 2 semaines plus tard. Puis apparut un nouveau fournisseur de quincaillerie au nom très étrange, enregistré seulement depuis 6 mois. Des paiements lui étaient versés régulièrement, mais Jessica, qui connaissait chaque fournisseur personnellement, n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Elle travailla toute la nuit. Puis toute la journée suivante. Elle ne répondait pas aux appels, ne sortait pas de son bureau. Elle s'enfonça dans le monde des chiffres, des factures, des bons de paiement. Et plus elle creusait, plus le tableau devenait effrayant. Ce n'était pas une simple fuite. C'était un système. Un système parfaitement pensé, retors, pour siphonner l'argent de l'usine. Des paiements à des sociétés écrans pour des services inexistants. Des factures de matières premières gonflées du double, voire du triple, émanant de fournisseurs amis, dont l'écart allait manifestement dans la poche de quelqu'un. De petites, mais régulières ponctions pour des frais de représentation, qui, en 6 mois, s'étaient agrégés en une somme énorme. Lorenzo ne se contentait pas de voler. Méthodiquement, mois après mois, il exsanguinait sa propre entreprise. Il créait lui-même la crise dont Claudia parlait avec tant de tragédie. Il coulait lui-même le navire pour s'y présenter ensuite en sauveur, avec l'argent de l'investisseur. À la fin du 2e jour, une pile entière de dossiers gisait sur la table de Jessica. Chaque dossier, une preuve. Copie de relevé,
données d'enregistrement des sociétés écrans vers lesquelles l'argent partait. Le tout formait une image claire et hideuse, des détournements à grande échelle. De la fraude. Elle n'avait plus de doute. Plus de peur. Rien qu'une résolution froide et ferme. Elle savait quoi faire. Elle n'irait pas à la police. Pas encore. Ce serait trop simple et trop sale pour le nom de la famille, pour l'héritage de son père. Elle irait voir l'unique personne pour qui l'honneur et la justice avaient toujours été au-dessus de tout. Paolo. Elle rassembla tous les dossiers dans une grande boîte. S'assit dans la voiture et se rendit chez son beau-père. Elle ne savait pas s'il était chez lui, si Claudia était rentrée de l'hôpital. Peu importait, il était là, seul. Il lui ouvrit lui-même. En la voyant sur le pas de la porte, pâle, cernée, et tenant une énorme boîte, il se renfrogna. « Jessica, qu'est-ce qu'il se passe ?»« J'ai besoin de vous parler, Paolo, » dit-elle, et sans attendre d'invitation, entra dans son bureau. C'était le Saint des Saints, l'endroit où il prenait les grandes décisions quand il dirigeait encore l'usine. Un lourd bureau en chêne, un fauteuil en cuir, des photos au mur. Jessica posa la boîte sur la table et commença à étaler les dossiers. L'un après l'autre. « Voilà. Ce sont mes 2 derniers jours, » dit-elle. « J'ai tout vérifié. Chaque facture, chaque paiement des 6 derniers mois. » Elle ouvrit le premier dossier. Ceci, des contrats de conseil fictifs. La société est enregistrée au nom d'un prête-nom. Là, des devis gonflés pour la fourniture de bois. Et ça, mon préféré. Elle ouvrit le 3e dossier. Des dizaines de petites ponctions pour dépenses imprévues, qui s'élèvent à près de 2 millions d'euros. Votre fils, Paolo, ne sauve pas l'entreprise. Il la pille. Il l'amène sciemment à la faillite pour ensuite la vendre à son soi-disant investisseur pour une bouchée de pain. Elle parlait, et sa voix devenait de plus en plus ferme. Elle déballa tout. Elle s'attendait à voir sur son visage le choc. L'horreur. La colère. La fureur. Elle pensait qu'il se lèverait d'un bond, frapperait du poing sur la table, exigerait qu'on appelle Lorenzo sur le champ. Car Paolo était un homme à l'ancienne, pour qui le nom et l'honneur n'étaient pas des mots vains. Mais il ne se leva pas. Il resta assis dans son fauteuil, la tête baissée, regardant en silence les documents étalés devant lui. Il ne les toucha même pas. Sur son visage, il n'y avait pas de colère, mais une fatigue infinie, mortelle. Il semblait vieillir de 20 ans sous ses yeux. Lorsqu'elle eut fini, un lourd silence tomba dans le bureau. « Je sais, » dit-il enfin. Si bas que Jessica l'entendit à peine. Elle se figea. « Quoi ? Qu'est-ce que vous savez ? » « Je sais pour ça. » Il balaya les dossiers du regard. Pas tout, pas dans ses détails. Mais je savais qu'il détournait de l'argent. Le souffle de Jessica se coupa. Impossible. Le compas moral de la famille. Sa dernière espérance. Mais comment ? Pourquoi vous vous êtes tue ? Paolo leva les yeux vers elle. Il y avait tant de douleur et de honte que Jessica en eut un instant pitié. Parce qu'il me fait chanter, souffla-t-il. Il se leva, alla vers la fenêtre, lui tournant le dos. Il y a de nombreuses années, quand tu n'étais pas encore avec Lorenzo et que ton père était vivant, j'ai commis une erreur. Une très grosse erreur en affaires. Un projet malheureux, j'y ai englouti une énorme somme, ayant fait confiance aux mauvaises personnes. L'usine a failli couler. Pour la sauver, j'ai falsifié quelques documents pour cacher les pertes aux partenaires et obtenir un nouveau crédit. Ça a sauvé l'entreprise, mais c'était illégal. Personne ne l'a jamais su. Sauf Lorenzo. Il parlait d'une voix sourde, étouffée. Il l'a appris par hasard, il y a quelques années, en tombant sur de vieux papiers. Et depuis, il me tient. Quand j'ai d'abord remarqué ses magouilles et essayé de l'arrêter, il s'est contenté de me dire « Papa, si tu en parles à qui que ce soit, je révélerai à tout le monde ton petit secret. » Et le nom Bernardi sera associé non pas aux meubles, mais à la fraude. Pas la mienne, la tienne. Paolo se retourna. Son visage était gris. C'est mon fils, Jessica. Et je suis un lâche. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu le détruire de mes propres mains et couvrir de honte le nom que j'ai bâti toute ma vie. Alors je me suis tue. J'espérais qu'il se reprendrait, que ce serait temporaire. Il regarda les dossiers, puis elle. Dans ses yeux, il y avait de la supplication. « Jessica, je t'en supplie. Ne fais pas ça. N'alerte pas la police. N'ébruite pas l'affaire. Ça détruira tout. Pas seulement lui, mais moi aussi. Et Claudia. Le nom Bernardi sera sali. S'il te plaît, cherchons une autre issue. Parlons-lui. » Jessica le regardait, et une lucidité froide, teintante, la remplit. Elle était si sûre de trouver en lui un allié.
Elle trouva un complice. Terrorisée, brisée, mais tout de même complice, qui avait choisi le silence. Elle était seule. Totalement, irrémédiablement seule. Et aucune autre issue, hormis la guerre, ne lui était laissée. Jessica ramassa silencieusement les dossiers de la table de Paolo. Elle ne répondit pas à ses supplications, ne disputa pas. Il n'y avait personne à qui répondre. Devant elle ne se tenait pas le chef de famille, mais un homme brisé et apeuré qui avait, depuis longtemps, fait son choix. Il avait choisi le silence honteux au lieu de la vérité. Elle mit la boîte dans la voiture et s'éloigna sans se retourner. Elle ne rentra pas chez elle. L'idée de se trouver dans la même maison que Lorenzo, ou même à côté de celle de ses parents, était insupportable. Elle s'arrêta dans un hôtel de bord de route sans âme, hors de la ville, prit la chambre la moins chère et s'enferma. La chambre sentait la poussière et la vie des autres. Elle s'assit sur le lit et regarda longtemps le mur. La boîte de preuves était à côté, lourde et inutile. Aller avec ça à la police, c'était déclencher une guerre où la famille se liguerait immédiatement contre elle. Paolo nierait tout, pour protéger son fils et son propre secret. Claudia la ferait passer pour une folle vindicative. Ce serait sa parole contre leur front uni. Il l'écraserait. Non, pas comme ça. Elle ne pouvait pas être la source. Elle ne pouvait pas être l'accusatrice. Mais elle pouvait allumer la mèche et se retirer. Les laisser faire le sale boulot. Les forcer à se dévoiler eux-mêmes. Elle sortit l'ordinateur portable. Il ne lui fallait pas un policier, mais quelqu'un affamé de scoop. Quelqu'un pour qui le nom Bernardi serait un gros poisson dans leur petit étang provincial. Elle tapa dans le moteur de recherche le nom de leur journal local et se mit à parcourir les articles. Un nom attira son attention, revenant sous les titres les plus incisifs et scandaleux, Thomas Greco. Il écrivait sur les magouilles de petits fonctionnaires, sur des promoteurs malhonnêtes. Son style était tranchant, effronté, manifestement il n'avait pas peur de se faire des ennemis. Parfait. Jessica se rendit au centre commercial le plus proche, acheta un téléphone bon marché avec forfait prépayé, sans enregistrement. Puis elle trouva un cybercafé, paya pour 1 heure et s'assit à l'ordinateur le plus au fond. Elle créa une nouvelle boîte mail au nom étrange et insignifiant. Depuis cette boîte, elle envoya un court message à l'adresse de la rédaction, en indiquant en objet, pour Thomas Greco. Personnel. Le texte était bref et calibré. Aucun nom. Aucun détail permettant de remonter jusqu'à elle. Bonjour. Je vous recommande de vous pencher sur l'activité financière de l'usine de meubles Bernardi. Des choses très étranges s'y passent. D'importantes sommes partent sur les comptes de société écran, sous couvert de services inexistants. La direction parle de crise, mais il semble que cette crise soit artificielle. Bientôt, on annoncera l'arrivée d'un nouvel investisseur censé sauver tout le monde. Mais cet accord ressemble à une vaste escroquerie. Vérifiez. Un bienveillant anonyme. Elle relut plusieurs fois le courrier. Suffisant pour accrocher. Insuffisant pour la démasquer. Elle appuya sur Renvoyer et sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était fait. Le Rubicon était franchi. Elle ferma la messagerie, quitta le café, jeta la carte SIM dans une poubelle en chemin et laissa le téléphone sur un banc dans un parc. Les jours suivants furent une torture. Elle rentra chez elle, car fuir aurait ressemblé à un aveu de culpabilité. Lorenzo se montrait à peine, passait la nuit quelque part à Milan, prétextant des négociations avec des investisseurs. Claudia revint de l'hôpital en jouant le rôle de la martyre fragile. Toute la famille l'entourait de soins, jetant à Jessica des regards de travers, réprobateurs. Jessica se taisait. Elle allait au travail, signait des papiers, faisait semblant que rien ne se passait, tout en ouvrant chaque matin, en premier, le site du journal local. Le 4e jour, elle le vit. Un titre en grosses lettres à la une, des nuages financiers au-dessus de l'Empire Bernardi. Le fisc prépare un contrôle. Son cœur s'emballa. Greco avait frappé. L'article était prudent. Le journaliste se référait à des rumeurs dans les milieux d'affaires et à des informations d'une source anonyme. Il évoquait une possible enquête pour irrégularité financière et le fait que la célèbre usine, fierté de la ville, pourrait se retrouver au centre d'un grand scandale. Ce n'était pas un coup direct, mais un tir en l'air. Un avertissement. Mais il résonna dans toute la ville. Le téléphone sonna presque aussitôt. C'était Paolo. « Tu as vu ? Qu'est-ce que tu as fait, Jessica ? Je t'avais demandé. » « Je n'ai rien fait, » répondit-elle froidement, puis elle raccrocha. Le soir, Lorenzo rentra chez eux, furieux. Il fit irruption dans la maison en brandissant son téléphone où l'article était ouvert. « C'est ton œuvre ?» Il haletait littéralement de rage. Claudia trottinait derrière lui, la main posée sur le cœur.
Lorenzo, ne t'énerve pas ainsi, c'est mauvais pour toi. C'est elle, bien sûr, c'est elle. Elle veut tous nous perdre. Jessica les regardait avec calme. Prouve-le, dit-elle simplement. Lorenzo se figea. Il comprit qu'il ne pourrait rien prouver. La fuite était anonyme. Il resta un instant, la dévorant d'un regard haineux, puis son expression changea. La rage fit place à un rictus condescendant. Mais qui s'intéresse à toi? Juste une coïncidence. Un contrôle fiscal, et alors? Nos comptes sont propres. On s'en sortira. On graissera la patte à qui de droit, et ils nous laisseront tranquilles. Et toi, tu resteras assise ici à devenir folle de rage en silence. Il se retourna ostensiblement et sortit, emmenant Claudia, qui continuait de geindre sur l'ingratitude. Jessica resta seule dans le salon. Elle comprit qu'il la sous-estimait. Il la prenait pour une hystérique incapable d'action réfléchie. Et cela jouait en sa faveur. Il s'était relâché, décidant que cette coïncidence n'était qu'un contretemps. Le lendemain, Lorenzo, sans doute pour fêter sa victoire illusoire et rassurer ses partenaires, emmena Monica au restaurant le plus cher de Milan. Il était jovial, décontracté, lui racontait à quel point il serait facile de contourner ce petit désagrément. Un petit scribouillard local a décidé de se faire un nom sur le nôtre. Les inspecteurs viendront, regarderont les papiers, on leur glissera quelque chose et ce sera fini. Rien d'inquiétant, ma chérie. Souriant, il lui tendit son téléphone pour lui montrer l'article et se moquer de son style. Monica prit le téléphone. Elle parcourut le texte d'un regard paresseux, puis son œil accrocha le nom de l'auteur sous le titre. Elle fronça légèrement les sourcils, inclina la tête. Thomas Greco, prononça-t-elle pensivement, comme si elle se rappelait quelque chose. C'est drôle. J'avais un camarade de classe du même nom. Il essayait toujours de se fourrer partout. Il écrivait toutes sortes de révélations dans le journal de l'école. Elle dit cela négligemment, comme un détail insignifiant du passé, et lui rendit le téléphone. Lorenzo reprit l'appareil, mais son sourire s'effaça lentement. Il fixa le nom du journaliste. Greco, un camarade de classe. Dans sa tête, la chaîne se forma instantanément. Les contrôles fiscaux ne commencent pas par des fuites dans la presse. Les sources anonymes ne choisissent pas au hasard un journaliste pour leur révélation. Et certainement pas l'ancien camarade de classe de sa maîtresse. La probabilité d'une telle coïncidence, 0. Ce n'était pas un hasard. C'était un coup précis, calculé. Et une seule personne pouvait l'avoir porté. Celle qui savait pour Monica. Celle qui avait un motif. Celle qui l'avait rayée de l'équation. Le sang se retira de son visage. Il regardait Monica, qui choisissait nonchalamment un dessert, mais ce n'était pas elle qu'il voyait. Il voyait Jessica. Et à cet instant, avec une clarté glaçante, il comprit que sa femme n'était pas une idiote hystérique qu'on peut facilement tromper et jeter. C'était une ennemie froide et calculatrice, qui venait de jouer son premier coup dans la guerre. Et il n'avait aucune idée de ce que serait son prochain pas. Lorenzo repoussa brusquement l'assiette de dessert. La soirée était finie. Il jeta quelques billets sur la table, saisit Monica par la main et la tira vers la sortie, sans prêter attention à ses questions surprises. Il ne la voyait plus comme une clé du salut. Il la voyait comme un maillon faible qui avait failli lui coûter tout. Sa sous-estimation de Jessica était une erreur colossale, et il fallait désormais agir vite et avec brutalité. La riposte ne devait pas être seulement forte. Elle devait être mortelle. Le lendemain, Claudia appela Jessica. Sa voix était inhabituellement formelle, glaciale. « Jessica, nous t'attendons chez nous aujourd'hui à 7 heures. Il y aura un conseil de famille. Très important. Ton frère, Matteo, est également invité. Aucun retard n'est admissible. » Et elle raccrocha sans attendre de réponse. Jessica sentit aussitôt le piège. Un conseil de famille. Avec son frère. Pourquoi avait-il besoin de Matteo? Le petit frère de Jessica, Matteo Rossi, était son seul parent de sang depuis la mort de leurs parents. C'était un brave garçon, mais doux. Indécis. Sa petite entreprise de livraison de produits bio rencontrait sans cesse des difficultés, et Jessica et Lorenzo l'avaient aidé financièrement plus d'une fois. Il avait toujours été de son côté, l'aimait, l'admirait. Sa présence à ce conseil l'inquiétait. Elle l'appela. « Matteo, salut. Toi aussi, on t'a invité chez les Bernardi ce soir ? » « Oui, Jessica, salut. » Sa voix sonnait tendue, artificielle. Claudia a appelé. Elle a parlé de quelque chose d'important à propos de l'usine. Ils veulent aussi entendre mon avis en tant que parent. Je ne sais pas ce que ça signifie. Matteo, il se passe quelque chose. Fais attention.
Il prépare quelque chose contre moi, dit Jessica. Allons, sœurette, ne te monte pas la tête. Ils veulent sans doute juste discuter de l'article du journal. Tout ira bien, répondit-il d'un ton trop enjoué, et cette gaieté sonnait faux. À 7 heures précises, Jessica entra dans le salon de la maison des Bernardi. Tout était mis en scène comme un tribunal. Au centre siégeaient Claudia et Paolo. Paolo regardait le sol. Son visage était de pierre. Claudia, au contraire, était assise droite, telle une reine sur son trône, le regard plein d'un triomphe venimeux. Lorenzo se tenait près de la cheminée, les bras croisés, et regardait Jessica avec un sourire froid. À l'écart, dans un fauteuil, était assis son frère Matteo. Il ne la regarda pas lorsqu'elle entra. Il fixait la fenêtre, l'air de quelqu'un sur le point de vomir. Jessica s'assit en face d'eux. L'atmosphère était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. « Eh bien, tout le monde est là », commença Lorenzo en faisant un pas en avant. Il prit sur la table un épais dossier. « Nous vous avons réunis parce qu'une horreur est survenue dans notre famille. Le nom Bernardi est sali. Notre usine est en danger. Et nous savons qui est responsable. » Il fixa Jessica droit dans les yeux. « Après la parution de ce torchon infâme, nous avons été contraints de lancer notre propre enquête interne. Nous ne pouvions pas croire que le fisc s'intéresse à nous sans raison. Nous avons engagé les meilleurs auditeurs pour vérifier nos comptes. Et ce que nous avons découvert nous a plongés dans la stupeur. » Il ouvrit le dossier et le posa bruyamment sur la table devant Paolo. « Jessica, sa voix teintée d'un chagrin fin. Comment as-tu pu ? Nous te faisions confiance. Tu n'étais pas seulement ma femme, tu étais partenaire. Et tu nous volais depuis des années. » Jessica le regardait, n'en croyant pas ses oreilles. C'était d'une telle audace, d'une telle absurdité, qu'elle ne trouva pas tout de suite quoi dire. « Quelles inepties tu débites, Lorenzo ? » « Ce ne sont pas des inepties, piailla Claudia. C'est la vérité. Tu vivais grand train, tu dépensais notre argent pour tes caprices. Des fringues coûteuses, des voyages. Nous savons tout. » Lorenzo leva la main pour inviter sa mère au calme. « Voici les documents, indiqua-t-il le dossier. Tout est là. De fausses factures que tu as signées personnellement. Des ordres de virement avec ta signature électronique pour des transferts d'argent à des sociétés louches. Tu as monté tout un système de détournement de fonds de l'usine. Et quand tu as compris que nous étions près de te démasquer, tu as paniqué. Et tu as toi-même fait fuiter l'information à ce journaliste véreux pour me piéger. Pour tout me mettre sur le dos, m'accuser de la crise et t'en tirer à bon compte. » Jessica se leva. Elle tremblait de rage. « C'est un mensonge. Un mensonge effronté, monstrueux. C'est toi qui as tout monté. Ces documents sont des faux. C'est toi qui pillais l'entreprise, j'ai vu les vrais relevés. » « Et où sont-ils, tes vrais relevés ?» ricana Lorenzo. « Tu les as détruits quand tu as compris que ça tournait mal. Nous avons des preuves. Et toi, seulement des paroles. » Jessica regarda Paolo. Sa dernière et maigre espérance. « Paolo, vous connaissez la vérité. Dites-le leur. Dites qu'il vous fait chanter. » Paolo leva lentement les yeux. Ils étaient vides. « Jessica, ces documents je les ai vus. Les signatures ressemblent aux tiennes. Je ne sais pas quoi penser. » Il détourna le regard. Il la trahissait encore. Brisé par la peur, il choisissait la voie de la moindre résistance. Il s'effaçait simplement. « Je n'ai rien signé », cria Jessica, sentant le désespoir lui nouer la gorge. « C'est un faux. N'importe quelle expertise le prouvera. » « Une expertise prendra des mois, » dit froidement Lorenzo. « Et nous n'avons pas des mois. La réputation de l'usine s'effondre maintenant. Les investisseurs ont peur. Nous devons agir. Mais nous avons décidé de te donner une dernière chance. En famille. » Il se remit à jouer le mari magnanime. « Personne ne veut de scandale. Nous n'irons pas à la police. Si tu signes tout de suite un aveu, que tu pars discrètement, que tu me cèdes ta part pour que je puisse sauver ce qui reste de notre affaire, nous étoufferons l'histoire. Personne ne saura rien. Tu partiras dans la honte, mais libre. » C'était un ultimatum. Un piège parfaitement pensé. Il ne lui laissait aucune issue. Chaque pas menait à la défaite. Alors Jessica se souvint de Matteo. Son frère. Il était resté là tout ce temps, la tête rentrée dans les épaules, silencieux. Il avait tout entendu. Il la connaissait. Il ne pouvait pas croire à ses inepties. Matteo. Elle se tourna vers lui. Sa voix tremblait. « Matteo, dis-leur. Tu es mon frère. Tu sais que je n'aurais jamais fait ça. Dis-leur que tout est mensonge. » Tous les regards se tournèrent vers Matteo.
Il se ratatina sous leur poids. Il leva lentement la tête. Son visage était blanc comme un linge, la sueur perlait sur son front. Il évitait de croiser son regard. Paolo, décidant sans doute de montrer un dernier sursaut d'objectivité, posa une question. « Matteo, dis-nous honnêtement. Jessica t'a-t-elle déjà dit, s'est-elle plainte d'un manque d'argent? A-t-elle parlé de difficultés financières? Qu'elle avait besoin de fonds ?» Le silence tomba. Jessica regardait son frère, et une minuscule, désespérée lueur d'espoir s'alluma dans son cœur. Il allait dire non. Il se lèverait et dirait qu'ils étaient tous devenus fous. Il la sauverait. Matteo inspira profondément, convulsivement. Il fixa un poing au mur au-dessus de la tête de Jessica. « Oui » dit-il d'une voix sourde, presque un chuchotement. Elle l'a dit. Le monde de Jessica s'arrêta. Elle n'en crut pas ses oreilles. « Quoi » souffla-t-elle. Matteo avala sa salive et continua, plus fort, comme s'il récitait une leçon apprise. Sa voix était monotone, sans vie. Elle m'a appelé il y a quelques semaines. Elle a dit qu'elle s'était embrouillée, qu'elle avait des problèmes. Elle m'a dit qu'elle avait emprunté un peu d'argent à l'entreprise. Elle pensait le rendre vite, mais n'a pas pu. Elle m'a demandé de lui prêter pour combler le manque. Mais je n'avais pas cette somme. Il parlait, et Jessica le regardait, tandis que tout en elle se changeait en glace. Chacun de ces mots était un coup de couteau. Son propre frère. Son Matteo. Il ne se contentait pas de se taire. Il mentait. Il témoignait contre elle. De ses propres mains, il la poussait dans la fosse creusée par Lorenzo. Elle n'entendit plus rien. Ni le soupir de triomphe de Claudia, ni le lourd soupir de Paolo, ni les paroles de Lorenzo, qui disait à présent que tout était clair. Elle ne regardait que son frère, qui osa enfin croiser son regard. Il avait les larmes aux yeux. Des larmes de honte, de désespoir et de trahison. Et à cet instant, Jessica comprit qu'elle n'avait pas seulement perdu une bataille. Elle avait perdu la dernière personne dont l'amour et la fidélité ne faisaient pas de doute. Elle était désormais tout à fait seule. Jessica ne dit rien. Elle se leva simplement et se dirigea vers la sortie. Elle ne regarda personne. La douleur était si forte qu'elle s'était muée en engourdissement. Elle passa devant son frère sans lui accorder un regard. Elle sentait son regard dans son dos, mais ne se retourna pas. Discuter, crier, prouver quoi que ce soit était inutile. Ils avaient gagné. Ils l'avaient détruite. Le lendemain, l'avocat de Lorenzo l'attendait. Il vint directement à l'usine. Il avait avec lui un document. Un accord de transfert temporaire des pouvoirs de gestion. De jolis mots derrière lesquels se cachait une capitulation totale. On la suspendait de toutes ses fonctions le temps de l'enquête interne. Elle n'avait plus droit de signature, plus d'accès au compte, plus le droit d'entrer dans son propre bureau. On la privait de tout. Elle regarda l'avocat, puis le document. « Et si je ne signe pas » demanda-t-elle d'une voix éteinte. L'avocat sourit poliment. « Alors M. Bernardi sera contraint de transmettre les matériaux de notre audit aux autorités. Avec une plainte pour détournement. Je ne vous conseillerais pas d'en arriver là, signora Bernardi. Ce serait un procès très bruyant et désagréable. » La menace était directe et sans équivoque. Ils avaient soutenu leurs mensonges par de faux documents, et ils avaient désormais tous les atouts. Jessica prit le stylo. Ses doigts lui obéissaient mal. Elle signa le papier qui la dépouillait de l'œuvre de toute sa vie. Le soir, lorsqu'elle rentra chez elle, elle ne parvint pas à ouvrir la porte. La clé n'entrait pas. Elle réessaya. Encore. Puis elle comprit. Il avait changé les serrures. Elle se tenait sur le seuil de sa propre maison, dans laquelle elle ne pouvait plus entrer. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Lorenzo. « Tes affaires sont chez mes parents. Tu peux les récupérer quand tu veux. Je pense qu'il vaut mieux que nous vivions séparément. Pour la tranquillité de tous. » Elle baissa la main, tenant le téléphone. Voilà, c'était tout. L'accord final. On ne l'avait pas seulement chassée de son travail. On l'avait chassée de sa vie. Humiliée, calomniée, sans maison ni affaires. Et le plus terrible, trahie par son propre frère. Elle s'assit dans la voiture, sans savoir où aller. Ses pensées s'en mêlaient. Elle ne pouvait pas aller chez les Bernardi récupérer ses affaires. Elle ne pouvait pas supporter leur regard. Elle conduisit simplement dans la ville nocturne, sans but. Et encore, la voix sourde et monotone de Matteo résonnait dans sa tête. Oui, disait-elle, elle devait comprendre. Pas pardonner, non. Il n'y avait pas de pardon pour ça. Elle devait l'entendre de lui. Pourquoi? Pourquoi avait-il fait ça? Elle commença à l'appeler. Une sonnerie, 2, 3, il ne répondait pas.
Elle rappela encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par rejeter l'appel. Alors elle envoya un message, « Je dois te parler. Dis-moi où tu es ?» La réponse arriva une demi-heure plus tard. Un seul mot. Le nom d'un bar bon marché et crasseux en périphérie. Montevente. Un endroit où l'on vient pour se saouler et oublier. Jessica trouva ce bar. Une enseigne blafarde. Une odeur de bière éventée et de fumée de cigarette. Elle entra. À la table la plus éloignée, voûtée sur un verre de whisky, était assis Matteo. Il était déjà ivre. En la voyant, il tressaillit, mais ne partit pas. Jessica s'assit en face. Elle le regarda en silence, et lui n'osait pas lever les yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Un seul mot, où tenait toute sa douleur. Il avala d'un trait le whisky, grimaça. « Pardonne-moi, Jessica, pardonne-moi » marmonna-t-il en enfouissant son visage dans ses mains. « Je ne te parle pas de pardon. » Sa voix était dure comme l'acier. « Je te demande pourquoi tu as fait ça. » Il leva vers elle des yeux rouges, gonflés de larmes et d'alcool. « Je n'avais pas le choix, » chuchota-t-il. « Il m'a détruit. » Et il raconta. Tout avait commencé environ un mois plus tôt. Sa petite entreprise, qui tenait déjà à peine, s'était brusquement effondrée. Son principal fournisseur, le plus fiable, avec qui il travaillait depuis des années, rompit soudain le contrat sans explication. Puis 2 autres refusèrent. Ces fourgons de livraison se mirent à tomber en panne les uns après les autres, nécessitant des réparations coûteuses. Les commandes étaient ratées, les clients partaient. En 2 semaines, il se retrouva au bord de la faillite totale, avec d'énormes dettes et aucune perspective. Il était désespéré. Et à ce moment-là, Lorenzo apparut. Comme une bonne fée. Il dit qu'il avait entendu parler de ses problèmes et voulait aider. Il lui proposa une grosse somme d'argent. Suffisante pour couvrir toutes les dettes et repartir de zéro. Comme ça. En signe de soutien familial. Matteo n'en crut pas d'abord sa chance. Puis, la veille de ce conseil de famille, il vint le voir. Matteo parlait d'une voix brouillonne, trébuchant sur les mots. Et il m'a montré des documents. Un ordre de virement. Il s'est avéré que c'était lui qui avait payé mon fournisseur pour qu'il me lâche. Il avait soudoyé le mécanicien du garage pour qu'il abîme mes véhicules. Il avait tout monté, Jessica. Il me poussait exprès, méthodiquement, vers le gouffre, pour venir ensuite me sauver. Jessica écoutait. Ses mains se serrèrent en poing. C'était la méthode de Lorenzo. Cruelle, calculée, ne laissant aucune chance à la victime. Il a dit que l'argent qu'il m'avait donné n'était pas un cadeau, mais une dette. Et que je devais le rembourser. Il a dit qu'il avait une petite requête pour moi. Il m'a ordonné de venir à cette réunion et de dire exactement ce que j'ai dit. Mot pour mot. Il m'a fait apprendre ce texte comme un poème. Il a dit que si je refusais ou changeais ne serait-ce qu'un mot, il reprendrait simplement l'argent. Il montrerait ses ordres de paiement à tous mes anciens partenaires et prouverait que j'avais moi-même mis en scène ma faillite pour rouler mes créanciers. Il a promis de me faire mettre en prison pour fraude. Matteo cacha de nouveau son visage dans ses mains et se mit à trembler de sanglots silencieux. J'ai eu peur, Jessica. J'ai eu tellement peur. J'ai des dettes, une famille. J'ai cédé. Je t'ai trahi. Je sais que je ne vaux rien. Je ne me le pardonnerai jamais. Jessica regardait son frère brisé, écrasé. Pitoyable et malheureux. La colère s'était dissipée. Il ne restait qu'un désert froid et calciné à l'intérieur. Elle se leva pour partir. Elle n'avait plus rien à faire là. « Attends » cria-t-il dans son dos. « Attends » Elle s'arrêta, sans se retourner. « Je sais qu'on ne peut plus rien réparer. » Il s'approcha d'elle, titubant. « Je ne peux pas reprendre mes paroles. Mais je peux te donner quelque chose. Ce que j'ai entendu par hasard. » Il fouilla dans sa poche, sortit un stylo. Saisit une serviette en papier sur la table. Quand il travaillait, il était sûr de sa victoire. Il buvait du whisky, se vantait. Il disait que bientôt tous les problèmes seraient réglés. Que tout l'argent de l'accord irait dans un endroit sûr, où personne ne pourrait l'atteindre. Il parlait alors au téléphone avec quelqu'un, un banquier, sans doute. Il lui a nommé une banque. Je m'en suis souvenu, parce que le nom était étrange. Matteo écrivit rapidement, d'une écriture ivre et maladroite, quelque chose sur la serviette. Puis il glissa ce papier froissé dans sa paume. « Voilà » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que ça te donnera. Peut-être rien, mais c'est tout ce que j'ai. C'est la seule chose avec laquelle je peux t'aider. Pardonne-moi, sœur. » Jessica ouvrit la main. Sur la serviette sale et humide, 2 mots étaient écrits. «
Le nom d'une banque qu'elle n'avait jamais entendue, et un pays. Banca Fiduciaria Malta. Malta. Ce n'était pas seulement une information. C'était une clé. Un fil ténu pouvant la mener droit au cœur de toute l'arnaque. La seule chance qui lui restait. Jessica sortit du bar, serrant fermement dans son poing la précieuse serviette. Elle ne jeta pas un regard à son frère en larmes. La pitié était un luxe interdit. Elle avait maintenant ce qui lui manquait une heure plus tôt, un but. Petit, fantomatique, mais une lueur d'espoir tout de même. Banca Fiduciaria Malta. Malte. Elle retourna dans sa chambre d'hôtel sans âme. Ses comptes étaient gelés sur ordre de Lorenzo, dans l'attente d'éclaircissement. Les cartes de crédit bloquées. Il ne lui restait presque plus d'espèces. Il lui fallait de l'argent, et beaucoup. Vérifier un compte offshore dans une banque à Malte, ce n'est pas le genre de choses qu'on règle sur Internet. Il fallait un spécialiste. Un spécialiste coûteux. Jessica ouvrit son sac de voyage, qu'elle avait bouclé à la hâte quand elle avait compris qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Il y avait quelques affaires, des cosmétiques, des documents. Et, tout au fond, dans une bourse de velours, ce qu'elle avait toujours emporté avec elle. Les bijoux de sa mère. Un petit collier de diamants, très précieux, et des boucles d'oreilles. C'était l'unique souvenir de sa mère, la seule chose vraiment précieuse qui lui appartenait à elle seule. Son père les avait offerts à sa mère pour leurs 20 ans de mariage. Après sa mort, il les avait donnés à Jessica en lui disant « Que ce soit ton fonds d'urgence. » Pour le jour le plus noir. Le jour noir était arrivé. Elle regarda le collier, et les larmes coulèrent d'elle-même. Pour la première fois depuis tout ce temps, elle s'autorisa à pleurer. Elle ne pleurait pas l'humiliation ni l'offense. Elle pleurait sa vie passée, sa famille, sa foi en l'humanité. Elle pleurait la nécessité de vendre ce qui valait plus que l'argent. Au matin, les yeux rouges et gonflés, mais la résolution ferme, elle alla dans l'un des prêteurs sur gages les plus respectables du centre de Milan. L'expert examina longuement les pierres à la loupe, claqua de la langue. Il annonça une somme. Elle était énorme. Suffisante pour vivre à l'aise quelques années. Ou pour engager le meilleur détective privé. Jessica n'hésita pas une seconde. Elle signa les papiers, et des liasses de billets, froides et lourdes, tombèrent dans son sac. Elle sortit du mont-de-piété, se sentant à la fois vidée et libre. Elle venait de brûler le dernier pont. Il n'y avait plus de retour possible. Le nom du détective privé, elle le trouva grâce aux anciens contacts de son père. Gabriele Morelli. Ancien agent d'Interpol, passé dans le privé. Un homme à la réputation de bulldog, capable d'obtenir des informations de n'importe où. Cher, mais incroyablement efficace. Et, surtout, absolument discret. Elle le rencontra dans un café discret. Morelli s'avéra être un homme d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués mais très attentifs. Il ne posa pas de questions superflues. Il écouta en silence Jessica, qui lui dit exactement ce qu'il fallait. Il y avait un soupçon que son mari, Lorenzo Bernardi, siphonnait de l'argent de l'entreprise familiale vers un compte dans une banque à Malte. Voici le nom de la banque. Il fallait trouver ce compte, savoir au nom de qui il était ouvert et, si possible, obtenir un relevé des transactions. Le plus vite possible et en toute confidentialité. Morelli la regarda, puis le bout de serviette avec le nom de la banque qu'elle posa sur la table. « Cela coûtera cher », dit-il d'une voix égale. « Combien ?» Il annonça une somme qui aurait coupé le souffle au commun des mortels. C'était presque la moitié de ce qu'elle avait obtenu pour les bijoux de sa mère. « D'accord », dit Jessica sans ciller. Elle sortit une liasse de son sac et la fit glisser vers lui. « C'est un acompte. Le reste à la remise des résultats. » Il compta l'argent, hocha la tête et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Il me faudra une semaine. Peut-être un peu plus. Attendez mon appel. » Il se leva et s'en alla. Cette semaine fut la plus longue de la vie de Jessica. Elle vivait comme dans le vide. Elle loua un petit appartement en périphérie pour ne pas dépenser en hôtel. Elle ne parlait à personne. Chaque jour, elle se forçait à sortir marcher au parc pour ne pas devenir folle entre quatre murs. Elle voyait dans les journaux de nouveaux articles sur les problèmes de l'usine Bernardi. Lorenzo donnait des commentaires, parlait de difficultés temporaires et du salut à venir grâce à de nouveaux partenaires. Il paraissait sûr de lui et fort. Le maître du jeu. Jessica attendait. L'espoir cédait la place au désespoir puis revenait. Et si Matteo avait mal entendu? Et si Morelli ne trouvait rien? Alors, tout serait fini. Il ne lui resterait ni argent, ni preuve, ni avenir. 8 jours tout juste plus tard, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Signora Bernardi? Morelli à l'appareil.
J'ai des informations. On peut se voir dans 1 heure, au même endroit. Le cœur de Jessica manqua un battement. Oui, j'y serai. Elle était assise dans le même café, à la même table. Ses mains étaient glacées. Morelli arriva à l'heure. Il s'assit en face d'elle, posa sur la table une mince chemise. « Vous aviez raison », commença-t-il sans préambule. « Un compte au nom de votre mari, à la Banca Fiduciaria Malta, existe bel et bien. Ouvert il y a 1 an et demi. L'argent de votre usine y a afflué régulièrement ces 6 à 7 derniers mois. Par petits virements, via une chaîne de sociétés écrans. Un travail très soigné, presque indétectable. Le total détourné atteint environ 30 millions d'euros. » Jessica écoutait, et tout en elle se glaçait. 30 millions d'euros. Voilà le prix de son humiliation, de sa vie brisée. Voici l'impression des principales transactions, dit-il en lui poussant la chemise. Elle l'ouvrit. Des chiffres, des dates, des noms de coquilles vides. Tout ce qu'elle cherchait. C'était ça, la preuve irréfutable. Avec ça, elle pouvait aller à la police et anéantir Lorenzo. Elle allait refermer la chemise, mais Morelli l'arrêta. « Ce n'est pas tout », dit-il doucement. Feuilletait jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de plus intéressant. Jessica tourna la page. La dernière feuille était la copie d'un ordre de paiement. Elle regarda la date. Il avait été effectué plus d'1 an auparavant. L'une des toutes premières opérations sur ce compte, juste après son ouverture. Le bénéficiaire, une grande compagnie d'assurance internationale. Le montant, conséquent, une prime annuelle. Puis elle lut l'objet du virement. Règlement au titre du contrat d'assurance vie numéro 77-349B. Jessica regarda Morelli, interdite. « Qu'est-ce que c'est ? Il a assuré sa vie ?» Morelli fit non de la tête. Ses yeux fatigués la regardaient avec quelque chose comme de la compassion. « Non, pas la sienne. Ça m'a intriguée aussi. J'ai utilisé d'anciens contacts et vérifié le numéro du contrat. C'est une assurance très chère. À plusieurs millions d'euros. Le bénéficiaire, en cas de sinistre, votre mari, Lorenzo Bernardi. » Il marqua une pause. « Et la personne assurée par ce contrat, c'est vous, Jessica. » Jessica fixa la feuille. Elle relut la ligne plusieurs fois, mais le sens ne venait pas, lui échappait. Puis il la frappa. Une vague froide, gluante, monstrueuse. Une assurance. Sur sa vie. À plusieurs millions d'euros. Souscrite il y a 1 an. Bien avant Monica. Ce n'était pas seulement de l'infidélité ou la soif d'enrichissement. Le tableau se compléta, et sa laideur était insoutenable. Le divorce, l'humiliation publique, la privation de sa part dans l'entreprise, tout cela n'était qu'une étape intermédiaire. Un plan de secours. Le véritable plan avait toujours été autre. Il n'avait jamais eu l'intention de simplement se débarrasser d'elle. Il avait l'intention de la tuer. Définitivement, irrévocablement. Jessica regardait l'extrait du contrat d'assurance, et les lettres se brouillaient. L'air manquait. Elle s'agrippa au bord de la table pour ne pas tomber. Le café, Morelli, la chemise de documents, tout passa au second plan. Dans son esprit, il n'y avait plus qu'une pensée, pulsant dans ses tempes, glaçant son sang. Il voulait la tuer. Ce n'était plus une histoire de trahison, de mensonge ou d'avidité. C'était l'histoire d'un meurtre froidement prémédité. Pendant tous ces mois où elle vivait avec lui, dormait dans le même lit, elle n'était pas une épouse, mais une police d'assurance ambulante de plusieurs millions d'euros. Chaque sourire, chaque parole, chaque geste de lui n'était plus qu'un mensonge monstrueux, un prélude à sa fin. Les pannes subites de frein de sa voiture, il y a 6 mois, qu'elle avait mises sur le compte du hasard. L'étrange intoxication alimentaire après un dîner qu'il avait préparé. Tout trouvait maintenant sa place, composant une mosaïque terrifiante. « Signora Bernardi, vous allez bien ?» La voix de Morelli la ramena à la réalité. Elle leva les yeux vers lui. Il n'y restait plus ni larmes ni désarroi. Rien qu'un vide glacé, tintant. « Oui, dit-elle d'une voix sourde. Tout va bien. Voici le solde de vos honoraires. » Elle sortit l'argent de son sac, compta la somme due et la posa sur la table. Elle ne compta même pas ce qui lui restait. Cela n'avait plus d'importance. « Que allez-vous faire ?» demanda Morelli. Dans sa voix, il y avait une curiosité professionnelle et peut-être une pointe d'attention humaine. Ce que j'aurais dû faire dès le début. Je vais à la police. Elle prit la chemise et sortit du café. Elle n'avait désormais plus le choix. L'honneur de la famille, la réputation, l'entreprise, tout cela n'avait plus d'importance. Il s'agissait de sa vie. Elle se rendit au siège de la police de Milan.
Elle demanda à voir un enquêteur de la section des crimes économiques. Le détective Colombo la reçut, un homme d'âge mûr, fatigué, au regard éteint, qui semblait en avoir vu de toutes sortes. Jessica s'assit en face de lui et étala toute l'histoire sur la table. Sans émotion, sèchement, comme à un interrogatoire. Elle parla du faux voyage d'affaires, du simulacre de crise cardiaque, des sociétés écrans et des détournements. Elle parlait, et le détective écoutait, hochant paresseusement la tête et notant quelque chose dans son carnet. Il ne paraissait pas impressionné. Encore une querelle de famille à cause d'argent. Mais lorsqu'elle en vint au compte à Malte et posa devant lui la copie de la police d'assurance, Colombo manifesta pour la première fois de l'intérêt. Il prit la feuille et l'examina attentivement. « Vous comprenez de quoi vous l'accusez » demanda-t-il en levant les yeux vers elle. « Oui. Je l'accuse de préparer mon meurtre. » Colombo soupira. Il se renversa sur sa chaise grinçante. « Signora Bernardi, je vous plains. L'histoire est, bien sûr, folle. Le détournement de fonds à l'usine, ça, nous pouvons vérifier. Nous demanderons les documents, nous ferons un audit. C'est notre travail, même si ça prendra du temps. Mais la police d'assurance, il tapota du doigt sur le papier, en soi, elle ne prouve rien. Bon, un mari a assuré sa femme. Ce n'est pas interdit par la loi. Où sont les menaces? Où sont les tentatives? Vos soupçons à propos des freins et de l'empoisonnement, ce ne sont que des soupçons. Inexploitables. Avez-vous des témoins, des enregistrements, quelque chose qui indique clairement son intention? Jessica se tut. Elle n'avait pas de témoins. Seulement une chaîne d'indices indirects, évidente pour elle. Pour la loi, de simples suppositions. Vous comprenez, tant qu'il n'y a pas d'acte direct, il n'y a pas de crime. Nous ne pouvons pas ouvrir une enquête pour préparation de meurtre sur la seule base de cette police. Votre mari dira que c'était sa manière de prendre soin de votre avenir. Et n'importe quel avocat le défendra, conclut Colombo. Il vit la déception sur son visage. Écoutez, je vais prendre votre déposition. Nous l'enregistrerons. J'annexerai tous ces documents au dossier d'un possible fraude à votre usine. Nous garderons la situation à l'œil. Mais je dois être honnête, cette affaire ne sera pas prioritaire pour nous. Nous avons des homicides, des braquages. Et chez vous, pour l'instant, ce n'est qu'un divorce compliqué avec des revendications financières. Jessica quitta le commissariat avec un sentiment d'impuissance totale. La loi, sur laquelle elle comptait tant, s'était révélée une machine lente et lourde, incapable de la protéger. Il lui fallait autre chose. Quelque chose qui transformerait des indices indirects en accusations directes. Quelque chose qui obligerait la police à agir immédiatement. Elle repassa encore et encore le plan dans sa tête. Lorenzo, Claudia, l'argent, et Monica, la maîtresse, nièce d'un investisseur influent. La clé de tout. Qui était cet oncle mystérieux, prêt à injecter des millions dans une usine à moitié moribonde en échange du bonheur de sa nièce? Cela paraissait trop beau pour être vrai. Jessica ne rentra pas chez elle. Elle alla à la bibliothèque municipale. Il lui fallait un ordinateur avec Internet, mais pas le sien. Elle ne voulait plus laisser de traces numériques. Dans la salle de lecture silencieuse, parmi les étudiants et les retraités, elle s'installa à un vieux poste et commença à chercher. Elle ne connaissait pas le nom de famille de l'oncle. Mais elle connaissait le prénom de Monica, Monica Fernandez. Et elle se souvenait qu'un jour, Lorenzo, fanfaronnant, avait laissé échapper que l'oncle s'appelait Cristobal. Jessica entra diverses combinaisons dans le moteur de recherche. Monica Fernandez, Cristobal, investisseur. Fernandez, Cristobal. Les résultats étaient vides. Aucun homme d'affaires influe de ce nom dans les listes des plus riches. Elle se heurta à une impasse. Peut-être que Claudia avait tout inventé, ou que Lorenzo avait menti au sujet de l'oncle. Et alors, elle eut un déclic. Elle se souvint de ce soir où Lorenzo avait présenté Monica à ses parents. Il n'avait pas dit le nom de famille de l'oncle. Il avait dit, et son oncle, Cristobal Alvarez, s'est montré très intéressé par notre affaire. Alvarez, pas Fernandez. Les mains de Jessica se mirent à trembler. Elle effaça l'ancienne requête et tapa lentement, lettre par lettre, Cristobal Alvarez businessman. Elle appuya sur Entrée. Les premiers liens concernaient des homonymes, un chercheur, un sportif. Puis elle vit le titre d'un grand site d'actualité européen. Recherché, le raideur d'entreprise Cristobal Alvarez, suspecté d'une série d'escroqueries. Son cœur chavira. Elle cliqua. L'article datait d'1 an. Il décrivait en détail le mode opératoire d'un certain Cristobal Alvarez.
Il gagnait la confiance de propriétaires d'entreprises en difficulté, promettait des investissements, montait des opérations fictives, poussait la société à la faillite, puis rachetait ses actifs pour une bouchée de pain via des structures écrans. L'article disait qu'il était soupçonné d'au moins 3 arnaques similaires à travers l'Europe et qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche international. Et sous le texte, il y avait une photo. Jessica se figea. Elle fixait le cliché granuleux en noir et blanc issu d'une base de police. Et ce visage lui était douloureusement familier. Des yeux souriants, une barbe soignée, un costume coûteux. Aucun doute. C'était exactement l'homme que Monica leur avait présenté, à elle et aux parents de Lorenzo, lors de ce fameux dîner. Le riche et influent oncle. Le futur sauveur de leur entreprise familiale. Tout s'imbriqua. Ce n'était pas seulement un plan de détournement de fonds. Pas seulement la préparation d'un meurtre. C'était une escroquerie grandiose, à tiroir. Lorenzo ne comptait pas sauver l'usine. Il comptait la détruire par l'entremise d'un escroc connu dans toute l'Europe, rejeter toute la faute sur lui, et disparaître avec l'argent volé et l'indemnité d'assurance pour la mort de Jessica. Le plan était parfait. Et désormais, elle le connaissait en entier. Jessica ferma brutalement l'onglet du navigateur. Elle restait assise devant l'écran noir, dans le silence de la bibliothèque, avec un bourdonnement dans les oreilles. Ce tableau, jusqu'ici simplement effrayant, devenait apocalyptique. Lorenzo ne voulait pas seulement la tuer et prendre l'argent. Il comptait organiser l'anéantissement spectaculaire de l'œuvre de toute sa famille. Amener un escroc qui, sous couvert d'investissement, pomperait les derniers sucs de l'usine, l'effondrerait en faillite fictive, puis disparaîtrait. Et Lorenzo, lui sortirait de l'histoire blanchie. Veuf inconsolable et victime d'un escroc retors qui l'aurait dupé et détruit l'héritage des Bernardi. Il obtiendrait tout, la compassion, la liberté, les millions volés et l'indemnité d'assurance. Plan idéal. Impeccable. Elle se leva et sortit de la bibliothèque. L'air froid lui fouetta le visage, sans qu'elle le sente. À l'intérieur, tout brûlait. Elle pouvait retourner immédiatement voir le détective Colombo avec cette nouvelle information. L'impression d'un avis de recherche sur Alvarez, ce n'était plus un indice indirect. C'était une preuve directe de préparation à une vaste escroquerie. Mais elle s'arrêta à mi-chemin. Que ferait la police? Elle commencerait des vérifications. Lentement, selon le protocole. Enverrait des demandes, convoquerait pour des auditions. Cela prendrait des semaines, sinon des mois. Et Lorenzo n'attendrait pas. Il sentirait le danger. Il comprendrait qu'elle creuse sous lui et accélérerait son plan. Ou disparaîtrait avec Alvarez et l'argent, laissant Jessica gérer les ruines de l'usine et les dettes. Ou peut-être jugerait-il venu le moment de faire advenir le fameux « sinistre » du contrat d'assurance. Non. Aller à la police maintenant, c'était effaroucher la bête tapie dans les buissons. Elle fuirait, ou elle attaquerait. Elle devait agir elle-même. Vite. Et sur son terrain à lui. Il ne fallait pas seulement l'arrêter, mais le faire de sorte qu'il ne puisse échapper à ses responsabilités. Le faire publiquement. Mais comment? Elle avait été écartée des affaires. Elle n'avait plus aucune prise. Elle était une paria. Il lui fallait de l'information. Des yeux et des oreilles à l'intérieur de l'usine. Et elle se souvint de Sylvia. La secrétaire qui avait travaillé avec son père. Une femme discrète, invisible, proche de la retraite, dévouée à l'ancien patron et toujours pleine de sympathie pour Jessica. Lorenzo l'avait laissée en poste parce qu'il la considérait comme un vieux meuble inoffensif. Il avait de nouveau sous-estimé l'adversaire. Jessica appela Sylvia sur son mobile personnel tard le soir. « Sylvia, bonsoir. C'est Jessica. » Silence au bout du fil. « Jessica, je ne peux pas vous parler. On nous l'a interdit. »« Je sais, Sylvia. Je ne vous demande rien d'illégal. J'ai juste besoin d'une information. Lorenzo prépare quelque chose d'important avec un nouvel investisseur. Avez-vous entendu quelque chose ?» Sylvia se tut encore, visiblement en lutte avec elle-même. La loyauté envers l'ancien ordre se battait contre la peur du nouveau. « Oui, chuchota-t-elle enfin. Il prépare quelque chose de grandiose. Toute l'usine est sens dessus-dessous. Il répète à tout le monde qu'il a conclu l'affaire du siècle. » « Quelle affaire? Concrètement ?» insista Jessica. « Il dit qu'il a trouvé un nouveau partenaire. La grande chaîne d'hôtels Grand Europa. Il voudrait, paraît-il, signer avec nous un contrat exclusif pour meubler de A à Z tous leurs nouveaux établissements en Europe. C'est une somme colossale. Un contrat qui nous sortirait de toutes les dettes et nous rendrait riches pour des années. » Jessica se figea. La chaîne Grand Europa faisait partie des plus gros acteurs du marché.
Un tel contrat serait vraiment l'affaire du siècle. Une couverture idéale pour une escroquerie. Personne ne douterait de la légalité d'investissements adossés à un tel nom. Et après, quand cela doit-il se faire? La semaine prochaine. Mercredi. La voix de Sylvia baissa encore. Lorenzo a loué la plus grande salle de conférence de l'hôtel Palazzo de notre ville. Il organise une conférence de presse. Il a invité toutes les chaînes locales, les journaux, toute l'élite de la ville. Il a dit que ce serait un moment historique. La signature publique du contrat avec Grand Europa et l'annonce du partenariat avec le nouvel investisseur, M. Alvarez, qui financera l'opération. Il veut que toute la ville voie son triomphe. Jessica ferma les yeux. Voilà la scène, les décors, le public. Lorenzo avait tout préparé lui-même pour son propre démasquage. Il était si sûr de son impunité, de son génie, qu'il avait décidé de transformer sa victoire en show public. Il voulait se baigner dans la gloire avant de porter le coup final. Il voulait que tous voient comment lui, Lorenzo Bernardi, sauvait l'héritage de la famille. Et à cet instant, tout s'assembla dans la tête de Jessica. La rage et le désespoir cédèrent la place à un calcul froid et sonore. Elle ne se cacherait plus dans des bibliothèques et des recoins sombres. Elle n'enverrait plus d'anonymes ni n'attendrait l'aide d'une police lourdaude. Elle sortirait à la lumière. Elle monterait sur la même scène qu'il avait si soigneusement préparée pour lui. Elle remercia Sylvia, lui promettant de ne jamais la trahir, et raccrocha. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la ville nocturne. Là, dans l'une de ses maisons, son mari, son ennemi, planifiait à présent son triomphe. Il pensait qu'elle était brisée, écrasée et inoffensive. Il pensait qu'elle regarderait en silence pendant qu'il prendrait tout. Il se trompait. La lutte dans l'ombre était terminée. Elle accepterait ses règles du jeu. Il veut de la publicité? Il en aura. Il veut que toute la ville le regarde? Toute la ville regardera. Mais elle ne verra pas son triomphe, elle verra sa chute. Cette conférence de presse ne sera pas la célébration de sa victoire, mais le lieu de son exécution publique. Et le bourreau serait elle. Le plan était audacieux, presque insensé. Débarquer à la conférence de presse et hurler des accusations, ce serait paraître encore une hystérique. La sécurité l'expulserait sous les regards compatissants. Non. Pour donner du poids à ses mots, il lui fallait un allié. Quelqu'un dont on ne mettrait pas la parole en doute. Quelqu'un portant le nom Bernardi. Il ne restait qu'une personne. Paolo. Jessica savait que c'était sa dernière chance. S'il refusait, elle devrait agir seule, et ses chances de succès seraient infimes. Elle se rendit chez son beau-père. Elle n'appela pas avant. Elle ne voulait pas lui laisser le temps de se préparer ou de consulter Claudia. Elle arriva en journée, sachant que Claudia faisait d'ordinaire les magasins ou voyait des amis. Paolo lui ouvrit encore en personne. En la voyant, il se rembrunit. « Jessica, je t'avais pourtant demandé, commença-t-il d'une voix lasse. J'ai besoin de 5 minutes. Pour la dernière fois. » Sa voix était calme et ferme. Elle ne demandait pas. Elle exigeait. Il hésita une seconde, puis s'écarta pour la laisser entrer. Elle se dirigea de nouveau vers son bureau. Cette fois, elle n'apporta pas de boîte de dossier. Elle sortit de son sac seulement 2 feuilles. Elle les posa en silence sur son bureau. L'une à côté de l'autre. La première, une copie de la police d'assurance sur sa vie. La seconde, l'article imprimé d'un site d'actualité sur la recherche d'un escroc européen, Cristobal Alvarez. Paolo baissa les yeux sur les papiers. D'abord, il regarda la photo des Alvarez. Ses sourcils se soulevèrent légèrement. Il le reconnut. Il avait vu cet homme. Lorenzo l'avait amené à dîner, présenté comme futur partenaire. Puis son regard glissa sur la seconde feuille. Il lut longuement les lignes de la police d'assurance, sans en saisir tout de suite la portée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il sans relever la tête. « C'est le plan de votre fils », dit froidement Jessica. Elle ne cherchait plus à susciter la compassion. Elle exposait simplement les faits. L'homme de cette photo n'est pas un investisseur. C'est un escroc recherché à l'international. Il s'appelle Cristobal Alvarez. Lorenzo l'a introduit pour jouer une pièce. Ils vont annoncer un faux contrat avec une chaîne d'hôtels, obtenir des investissements fictifs des Alvarez, pousser l'usine à la faillite et disparaître avec tout l'argent. Elle marqua une pause pour le laisser assimiler. Et le second document, c'est ce qui m'attend une fois qu'ils en auront fini avec l'usine. C'est une assurance sur ma vie. Pour plusieurs millions d'euros. Le bénéficiaire, Lorenzo. Il l'a souscrite il y a plus d'1 an. Il ne veut pas seulement prendre l'entreprise. Il veut tout prendre. Paolo restait immobile.
Il regardait les 2 feuilles, et son visage devenait lentement cendré. Ses mains, posées sur le bureau, tremblaient légèrement. Il promenait son regard de la photo de l'escroc aux lignes de la police, et inversement. Dans sa tête, se menait un travail titanesque. Les faits s'assemblaient en un tableau unique et monstrueux. Son silence, sa peur, ses tentatives de préserver la paix familiale, tout cela n'avait été que complicité dans la préparation d'une escroquerie grandiose et d'un meurtre de sang-froid. Il leva enfin les yeux vers elle. Il n'y avait plus ni fatigue ni honte. Il y avait de l'horreur. Une horreur pure, authentique, devant ce que son fils était devenu. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. » « Non seulement c'est possible. C'est en train d'arriver » trancha Jessica. Mercredi prochain, lors de la conférence de presse, Lorenzo et Alvarez comptent signer publiquement ces faux contrats. Ce sera le point de non-retour. Après ça, les arrêter légalement sera presque impossible. Ils lanceront la procédure de faillite, et tout sera fini. Elle le regarda droit dans les yeux. « Vous avez un choix, Paolo. Premier, vous continuez à vous taire. Vous restez assis à regarder votre fils, avec un criminel en cavale, détruire l'œuvre de toute votre vie. Avoir le nom Bernardi devenir synonyme non seulement de honte, mais aussi d'escroquerie, et peut-être de meurtre. Et vous vivrez avec ça jusqu'à la fin de vos jours. » Elle marqua une nouvelle pause, laissant ses mots s'enfoncer le plus profondément possible. « Second choix, vous m'aidez. Vous m'aidez à l'arrêter. Là, tout de suite, à cette conférence de presse. Devant toute la ville. Nous pouvons sauver l'usine. Nous pouvons sauver ce qu'il reste de l'honneur de votre famille. » Elle ne lui proposait pas une voie facile. Elle lui proposait de choisir entre 2 catastrophes. Il se tut très longtemps. Il regarda par la fenêtre les arbres plantés par son propre père. Il regarda les photos au mur. Le voilà, jeune, avec le père de Jessica, inaugurant un nouvel atelier. Le voilà avec le petit Lorenzo sur les épaules. Son monde s'effondrait sous ses yeux. Enfin, il se tourna vers elle. Son visage était exténué, mais s'y dessina une expression ferme, terrible. Celle d'un homme qui a pris une décision définitive. « D'accord, » dit-il d'une voix sourde, fêlée. « Je vais t'aider. » Jessica sentit une immense tension se relâcher. Elle avait réussi. Elle avait un allié. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. « J'ai besoin d'une copie du contrat d'investissement. Celui qu'il s'apprête à signer. Pouvez-vous l'obtenir ?» Paolo acquiesça. « Je suis toujours le fondateur. J'ai le droit d'exiger n'importe quel document. Je l'obtiendrai. » Il la regarda, et dans ses yeux apparut une nouvelle douleur, mêlée de supplication. « Jessica, je ferai tout ce que tu diras. Je t'aiderai à l'arrêter. Mais j'ai une condition. Une requête. » Il avala sa salive. Claudia, elle ne doit pas tout savoir. Elle ne le supporterait pas. Elle vit dans un monde où Lorenzo est un génie, un sauveur. Si elle apprend qu'il est capable de ça, il désigna la police d'assurance, ça la tuera. Vraiment. Nous devons la préserver de ça. Nous dévoilerons son escroquerie, nous sauverons l'usine. Mais je t'en supplie, faisons en sorte qu'elle n'apprenne pas la plus terrible vérité sur lui. Conservons-lui au moins les débris de ses illusions. Il lui demandait de protéger la femme qu'il avait trahie et humiliée. Il lui demandait de faire preuve de clémence envers sa bourrelle. Jessica regarda ce vieil homme brisé, prêt à détruire son propre fils, mais tentant désespérément de sauver sa femme. Et elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait besoin de lui, et c'était son prix. « D'accord » acquiesça Jessica. « Nous la protégerons. » En hochant la tête à Paolo, Jessica sentit qu'un pacte tacite et lourd venait de se sceller entre eux. Ils étaient devenus des conspirateurs. Les jours suivants se transformèrent en une préparation tendue et secrète du combat. Paolo, invoquant ses droits de fondateur et la nécessité de vérifier personnellement la solidité des partenaires avant un événement d'une telle importance, exigea de Lorenzo qu'il lui fournisse tous les projets de contrat. Lorenzo, sûr de son génie et persuadé que son père était brisé, accepta à contre-cœur. Il était convaincu que le vieil homme ne comprendrait rien aux subtilités juridiques, et lui refuser aurait éveillé des soupçons inutiles. Le lendemain, Paolo appela Jessica. Il ne parla pas clairement. Il utilisa les mots convenus d'avance. « Jessica, j'ai examiné ces documents de notre nouveau projet. Tout est très embrouillé. Il faut que tu y jettes un œil neuf. Je laisserai une copie dans notre vieille boîte aux lettres. » Le soir, Jessica se rendit à leur ancienne maison familiale, où personne n'habitait plus. Dans la boîte rouillée, inutilisée depuis des années, se trouvait une épaisse enveloppe. Elle la prit et s'en alla vers son appartement loué. Toute la nuit,
elle resta penchée sur ses papiers. Ce n'était pas qu'un contrat. C'était un nœud coulant juridiquement irréprochable. Le contrat stipulait que la société des Alvarez n'investissait pas de l'argent, mais des actifs immatériels et des droits exclusifs de collaboration avec la chaîne Grand Europa, évalués à une somme fabuleuse. En échange, Alvarez recevait une participation majoritaire et la présidence du conseil d'administration. Le contrat regorgeait de clauses cachées permettant aux nouveaux propriétaires d'initier à tout moment une procédure de faillite pour des motifs dérisoires. C'était une condamnation à mort pour l'usine, emballée dans un joli papier. Jessica tenait désormais son atout-maître. L'étape suivante consistait à préparer une bombe médiatique. Elle acheta de nouveau une carte SIM jetable et appela le journaliste Thomas Greco. « Thomas, c'est encore votre bienveillant anonyme », dit-elle en modifiant sa voix. Greco s'anima aussitôt. « Je vous écoute. Du nouveau sur Bernardi ? Pas seulement du nouveau. Une histoire qui vous fera un nom dans tout le pays, dit Jessica. Mercredi, à l'hôtel Palazzo, à 10h, aura lieu une conférence de presse où Lorenzo Bernardi signera un contrat avec un nouvel investisseur. Je veux que vous soyez là. Et je veux que vous soyez prêts. Je vous remettrai des documents prouvant que toute l'opération est une énorme escroquerie et que l'investisseur est un criminel en fuite. Vous aurez l'exclusivité. Mais vous devez me promettre de me faire un signe quand vous serez prêt à agir. Greco se tut quelques secondes, digérant l'information. Ça sentait non pas l'article, mais la véritable bombe. D'accord. J'y serai. Comment me transmettrez-vous les documents et quels signes ? Je vous trouverai sur place. Soyez prêts à allumer la caméra à tout moment, dit Jessica, puis raccrocha. Avec Paolo, ils agissaient avec une extrême prudence. Appel bref depuis des numéros différents. Message codé. Mais ils avaient négligé un point. L'instinct animal, maternel de Claudia. Dès le début, elle avait senti que quelque chose avait changé. Après la visite de Jessica, son mari n'était plus le même. Il devint taciturne, renfermé. Il s'enfermait souvent dans son bureau, y restant longtemps seul. Il cessa de participer à ses tirades enthousiastes sur le génie de Lorenzo. Lorsqu'elle se mettait à louer son fils et ses plans grandioses, Paolo se levait simplement et s'en allait, prétextant un mal de tête. D'abord, Claudia attribua cela aux suites du stress. Puis elle commença à remarquer des détails. Elle vit son mari sursauter quand le téléphone sonnait et partir répondre dans une autre pièce. Elle le surprit à dissimuler rapidement des papiers dans le coffre-fort lorsqu'elle entrait dans le bureau. Il devint secret, nerveux. Et tout cela avait commencé juste après la venue de Jessica. Le soupçon, tel un lierre vénéneux, commença à enserrer son cœur. Cette garce, cette belle fille, tramait quelque chose. Et elle y avait entraîné son mari. Claudia ne savait pas ce qu'il mijotait, mais elle en était sûre, c'était contre son fils chéri. Elle voyait l'éclat de son fils ces derniers jours, sa préparation au triomphe, et son instinct de mère hurlait que des nuages s'amoncelaient au-dessus de lui. Elle se mit à surveiller. Elle devint une ombre dans sa propre maison. Elle écoutait ses conversations téléphoniques, tapies derrière la porte. Mais il parlait par énigmes, de projets et de documents. Elle tenta d'entrer dans son bureau, mais il avait pris l'habitude de fermer à clé, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Son inquiétude grandissait de jour en jour. Elle voyait que Paolo ne s'était pas simplement éloigné. Il complotait avec son ennemi juré, avec la femme qui avait tenté de détruire leur famille. L'idée que son propre mari pouvait la trahir, elle et leur fils, lui était insupportable, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. La dénouement survint la veille de la conférence de presse. Le soir, Paolo parlait de nouveau au téléphone dans son bureau. Claudia, comme d'habitude, se tenait derrière la porte, essayant de saisir les mots. « Oui, Jessica, tout est maintenu », entendit-elle la voix sourde de son mari. « Demain à 10h. Je serai sur place. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas en retard. Et le journaliste est prêt ?» Dans la tête de Claudia, tout s'assembla instantanément. Demain à 10h, la conférence de presse de Lorenzo. Ils allaient la saboter. Ils préparaient une sorte de diversion. Cette garce de Jessica et son mari traître voulaient humilier publiquement son fils le jour le plus important de sa vie. Oui, je comprends. Non, elle ne sait rien. Et elle ne saura pas. Je ferai tout pour la préserver de ça. Elle pensera que ce ne sont que des désaccords d'affaires. À demain. Paolo raccrocha. Claudia se recula de la porte. Le sang battait à ses tempes. Voilà donc. Il ne voulait pas seulement faire capoter l'affaire. Il lui cachait quelque chose. Quelque chose d'assez horrible pour estimer qu'il fallait la ménager. Il la prenait pour une vieille idiote faible qu'on peut duper. La colère, froide et pure, chassa la peur.
Elle ne les laisserait pas faire. Elle ne les laisserait pas détruire son garçon. Elle n'en connaissait pas tous les détails, mais elle savait l'essentiel, il frapperait demain. Et elle serait là pour les arrêter. Elle protégerait son fils à n'importe quel prix. Le matin de la conférence s'annonça clair et froid. Jessica n'avait pas dormi de la nuit, repassant sans cesse son plan. Elle s'habilla simplement mais strictement, pantalon sombre, chemise blanche, veste sobre. Ce n'était pas une tenue de fête. C'était un uniforme de guerre. Dans son sac se trouvait une chemise avec les copies de tous les documents. Le contrat avec Alvarez, l'avis de recherche imprimé, les transactions du compte à Malte, et surtout, la police d'assurance. L'hôtel, Palazzo, bourdonnait comme une ruche. Des camions de télé étaient garés à l'entrée, le hall grouillait de gens en costumes coûteux. Toute la haute société de la ville était venue assister au triomphe des Bernardi. Jessica entra par l'accès de service, comme Paolo le lui avait indiqué. Il l'attendait dans un petit débarras étouffant, à côté de la salle principale. Thomas Greco, le journaliste, s'y trouvait aussi, les yeux brûlants d'impatience. « Tout est prêt », dit doucement Paolo. Son visage était pâle, mais résolu. Il va commencer à parler. Dès qu'il prendra le stylo pour signer, on sort. Ma caméra est allumée et envoie le signal à la rédaction. Ils sont prêts à passer en direct à la seconde, ajouta Greco. À travers la mince cloison montait un brouhaha, puis des applaudissements. Et la voix de Lorenzo retentit. Assurée, charismatique, diffusée par des haut-parleurs jusque dans le couloir. Jessica écoutait son discours, et chaque mot était un poison. Il parlait d'héritage, des difficultés surmontées, de dévouement à la famille et à l'œuvre. Il remerciait son père pour sa sagesse et son soutien. Il remerciait sa mère pour la foi qu'elle avait en lui. Il présentait au public un financier de génie et leur nouveau partenaire Cristobal Alvarez, ainsi que sa charmante nièce Monica, assise à ses côtés sur scène, rayonnante de bonheur. Jessica attendait, les poings serrés. Elle regardait Paolo. Tête baissée, il écoutait les mensonges de son fils. À cet instant, il paraissait vraiment vieux. Et voici venu ce moment historique, proclama solennellement Lorenzo. Le moment qui déterminera l'avenir de l'usine Bernardi pour des décennies. Nous sommes prêts à signer le contrat qui symbolisera notre renaissance. Des applaudissements éclatèrent de nouveau. C'est l'heure, murmura Paolo, et il s'avança vers la porte. Mais avant qu'il ne touche la poignée, la porte s'ouvrit brusquement d'elle-même. Sur le seuil se tenait Claudia. Elle portait son plus beau tailleur, un maquillage éclatant. Sa coiffure était parfaite. Elle avait l'air d'une invitée de fête. Mais ses yeux un feu glacé y brûlaient. Elle ne regarda ni Paolo, ni le journaliste. Toute sa colère, toute sa haine se concentrait sur Jessica. « Je sais ce que vous faites », siffla-t-elle, sa voix tintant de métal. Paolo se figea, le visage déformé par l'horreur. « Claudia, qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en. Je n'irai nulle part. » Elle fit un pas, barrant la sortie de son corps. « Je ne vous laisserai pas, je ne te laisserai pas. » Elle pointa le doigt vers Jessica. « Détruire mon fils. L'humilier devant toute la ville. » Greco recula, couvrant instinctivement sa caméra. Il ne s'attendait pas à ce rebondissement. La situation lui échappait. « Claudia, tu ne comprends pas », commença Paolo, essayant de s'approcher d'elle. « C'est toi qui ne comprends pas », trancha-t-elle, sans quitter Jessica des yeux. « J'ai tout entendu. Tu l'as entraîné dans ton sale complot. Tu veux faire capoter l'affaire la plus importante de sa vie par mesquinerie féminine. Je l'ai vu travailler, veiller des nuits entières pour nous sauver. Et toi, tu veux tout détruire. » Elle ressemblait à une tigresse protégeant son petit. Aveugle, furieuse, incontrôlable. Aucun argument ne l'atteindrait. Sortez d'ici tous les deux. Son regard glissa vers Greco. Où je me mets à hurler. Je hurlerai si fort que toute la salle m'entendra. Je dirai à tous qu'ici se terrent des saboteurs qui préparaient une provocation. Je dirai que l'ex-femme, par jalousie, tente de couler l'entreprise familiale. Et on me croira, moi, la mère, pas vous. C'était une menace directe. Et bien réelle. Un seul cri, et leur plan s'effondrerait. La sécurité les mettrait dehors, et Lorenzo sortirait vainqueur, victime d'une intrigue perfide. Il pourrait même les poursuivre en justice. Jessica fixait cette femme enragée, dressée devant elle comme un mur vivant. Le temps manquait. De l'autre côté de la porte, Lorenzo tenait déjà le stylo. Encore quelques secondes, et tout serait fini. Paolo restait là, paralysé par l'horreur et le désespoir, incapable d'adresser un mot à sa femme. Toute l'espérance reposait sur lui, sur son autorité. Mais il se taisait.
incapable de choisir entre un fils criminel et une épouse fanatique. Et, à ce moment critique, il se révéla de nouveau faible. Claudia vit leur désarroi. Un sourire triomphant et mauvais apparut sur son visage. Elle gagnait. Elle sauvait encore son garçon. Elle redressa les épaules, prête à lancer son discours final, humiliant, avant de les chasser. Elle était si sûre d'avoir raison, d'avoir la force. Elle était prête à mourir pour son fils, mais pas à apprendre la vérité sur lui. Et c'est précisément ce qui la perdit. Jessica regarda le visage triomphant de Claudia, puis Paolo pétrifié. Elle comprit que les supplications ne serviraient à rien. L'esprit de cette femme était scellé par l'amour maternel. On ne percerait pas cette armure avec des mots. Mais peut-être avec un fait. Un seul fait, irréfutable, foudroyant. Elle ne discuta pas. Elle ne cria pas en retour. En silence, elle ouvrit son sac et tira de la chemise le document ultime, le plus terrible. La copie de la police d'assurance. Elle fit un pas vers Claudia et lui tendit la feuille. Claudia jeta un regard méprisant au papier. « Qu'est-ce que c'est que cette autre falsification ? Tu crois que je vais avaler tes paperasses ? » « Je ne vous demande pas de me croire, » dit Jessica d'une voix basse mais assez claire pour que Paolo entende aussi. Sa voix ne tremblait pas. Regardez seulement la date. En haut à gauche. La curiosité, mêlée d'arrogance, l'emporta. Claudia arracha la feuille, prête à la déchirer avec un air de victoire. Mais avant de le faire, son regard accrocha les lignes. Elle rapprocha le papier de ses yeux. Elle vit son propre nom inscrit dans la case « Personne à contacter en cas d'urgence ». Elle vit le nom de Lorenzo à la case « Bénéficiaire » et celui de Jessica à la case « Assuré ». Puis elle vit la date. La date de souscription. L'année, le mois, le jour. À cet instant, un silence absolu tomba sur le petit débarras. On n'entendait plus que les applaudissements qui reprenaient de l'autre côté de la cloison. Lorenzo venait, semble-t-il, de marquer une pause spectaculaire avant d'apposer sa signature. Mais pour Claudia, le monde entier s'était réduit à cette seule date. Elle la fixait, et son cerveau, entraîné des années durant à justifier et à défendre son fils, se mit à tourner à toute allure. Cette date précédait d'1 an la rencontre de Lorenzo avec Monica. De 6 mois le début des difficultés financières de l'usine. Bien avant que tout ce cauchemar ne commence. En un instant, tout son bel édifice commode s'effondra. Toute l'histoire qu'elle se racontait s'évanouit en poussière. L'adultère avec Monica n'était pas un geste désespéré pour sauver l'entreprise. Ce n'en était qu'une étape. La crise financière n'était pas un malheur tombé sur eux. C'était un sabotage minutieusement planifié. Son amour, sa disponibilité à tout sacrifier pour son fils, sa fausse crise cardiaque, ses mensonges, sa haine pour Jessica. Rien de cela n'avait été vraiment son choix. Tout cela n'avait été qu'un instrument entre ses mains. Il avait exploité sa dévotion aveugle aussi froidement qu'il avait utilisé ses sociétés écrans. Il ne sauvait pas la famille. Il la détruisait méthodiquement. Et tout ce temps où elle le vénérait, il préparait le meurtre de la femme qui partageait son lit. Non par amour pour une autre, ni dans un élan de passion, mais par un calcul froid et cynique. Le visage de Claudia changeait à vue d'œil. La couleur l'abandonna, ne laissant qu'une pâleur mortelle. Ses lèvres, vivement maquillées, se mirent à trembler. Le triomphe dans ses yeux fit place d'abord à la stupeur, puis à l'horreur, puis à quelque chose de bien plus terrible. Tout son amour maternel, sans limite et dévorant, se consuma en une seconde, se muant en son contraire, une rage glacée, incendiaire. La rage d'une femme trompée par l'être le plus cher au monde. Elle comprit qu'elle n'avait pas défendu un génie, un sauveur, mais un monstre de sang-froid. Elle serra la police d'assurance dans sa main. Elle ne regarda ni Jessica, ni son mari pétrifié. Elle se retourna. Ses gestes devinrent secs, précis. Elle poussa la porte et sortit du débarras, se retrouvant au bord de la Seine. Jessica, Paolo et Greco se figèrent, sans comprendre ce qu'elle s'apprêtait à faire. « Filmer », chuchota Jessica au journaliste. Lorenzo se tenait au centre de la scène, derrière la tribune, un stylo à la main, posant devant les caméras. Il souriait de son sourire le plus charmeur. Il goûtait déjà la victoire. « Eh bien » commença-t-il en approchant le stylo du papier. Et, à cet instant, il vit sa mère. Elle marchait droit sur lui, résolue, les yeux brûlants, avec une expression qu'il ne lui avait jamais connue. « Maman » sourit-il, surpris. « Tu as décidé de me féliciter en personne. » Elle s'approcha tout près. Ne dit pas un mot. Elle se contenta de lui prendre le micro des mains. Le visage de Lorenzo se contracta, son sourire s'effaça. Il tenta de dire quelque chose,
mais elle s'était déjà tournée vers la salle. Le silence tomba. Tous regardaient cette scène étrange. Claudia Bernardi balaya du regard les caméras, les visages des invités, le visage radieux de Monica, l'air décontenancé des Alvarez. Elle inspira profondément. « Bonjour ». Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, sonna étonnamment ferme et claire. « Je m'appelle Claudia Bernardi. Je suis la mère de cet homme. » Elle indiqua d'un signe de tête un Lorenzo pétrifié par le choc. « Aujourd'hui, mon fils vous a raconté une belle histoire, le sauvetage de notre entreprise familiale, l'héritage et l'honneur. Mais il a oublié de mentionner quelques détails importants. » Elle marqua une pause. Dans la salle régnait un silence de mort. On aurait entendu voler une mouche. Et je pense que ces détails vous intéresseront. Claudia se tenait devant le public muet, et, à cet instant, elle n'était plus seulement une mère. Elle était juge, procureur et bourreau tout à la fois. Sa voix, portée par le micro, tranchait le silence comme un scalpel. La première chose qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de crise financière à notre usine, commença-t-elle, chaque mot frappant comme un marteau. La crise a été créée artificiellement. Par mon fils, Lorenzo Bernardi. Pendant 6 mois, il a siphonné l'argent de l'entreprise vers des comptes de complaisance, menant sciemment la société à la faillite, pour ensuite apparaître en sauveur. Lorenzo semblait avoir cessé de respirer. Il regardait sa mère avec horreur et incompréhension, tel un enfant soudain frappé par la personne la plus proche. Il balbutia quelque chose, tendit la main pour reprendre le micro, mais Claudia recula d'un pas, sans détacher d'elle ses yeux ardents. Deuxième point passé sous silence. Cet investisseur, M. Alvarez, elle désigna d'un geste le malfaiteur blême et déjà en sueur, n'est pas un financier de génie, mais un criminel ordinaire, recherché à l'international pour escroquerie en très grand nombre. Leur plan consistait à vous jouer cette comédie, à annoncer un contrat fictif et à achever le pillage de ce qui reste de notre usine. À ce moment-là, Paolo, comme tiré d'une transe, sortit des coulisses. Il s'approcha d'un Thomas Greco médusé et lui tendit en silence la chemise contenant la copie du contrat d'investissement. Le journaliste s'en empara, et sa caméra focalisa aussitôt les pages du document. Le direct continuait. Alvarez comprit que la partie était terminée. Il se leva d'un bond et se précipita vers la sortie. Trop tard. 2 policiers barraient déjà la porte de la salle. Apparemment, le détective Colombo, alerté par Greco, avait agi avec une rapidité surprenante. Alvarez fut maîtrisé et emmené sous les crépitements des flashs. Monica poussa un cri et tenta elle aussi de fuir, mais Claudia l'arrêta d'une seule phrase. Et cette jeune femme, Monica Fernandez, n'est pas seulement la nièce du criminel. Elle est sa complice. Et la maîtresse de mon fils, pour laquelle il a trahi sa femme et sa famille. Tous les regards se braquèrent sur Monica. Elle resta figée, comme un animal pris au piège, puis se couvrit le visage et éclata en sanglots. Lorenzo se tenait au milieu de la scène, anéanti. Son monde s'effondrait en direct. Son plan parfait, son avenir, sa réputation, tout partait en cendres, et l'incendiaire était sa propre mère. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Claudia, et sa voix trembla. Une douleur personnelle terrible s'y glissa. Tous ces mensonges ne servaient pas qu'à l'argent. Mon fils avait un autre plan, plus terrible. Elle brandit la feuille froissée. La police d'assurance. Ceci est une assurance. Sur la vie de sa femme, Jessica. Pour des millions d'euros. Souscrite bien avant tous ces événements. Visiblement, une usine pillée et de l'argent volé ne lui suffisaient pas. Elle parla, puis se tourna vers Lorenzo. Elle ne le regardait plus avec colère, mais avec un vide glacé et infini. Comme on regarde un étranger. J'ai été la complice de ces mensonges, dit-elle d'une voix basse mais distincte, s'adressant à toute la salle. J'ai menti pour le protéger. J'ai simulé une crise cardiaque pour faire passer sa femme pour coupable. Je l'aimais si fort que j'en étais aveugle. Mais je ne serais pas complice d'un meurtre. Elle laissa tomber le micro. Le choc sourd résonna dans le silence mortel de la salle. Elle tourna les talons et quitta la scène, sans regarder personne. Elle marchait, mécanique, le dos droit, et, à cet instant, elle était la femme la plus forte et la plus malheureuse du monde. Elle venait de détruire son fils pour sauver son âme du dernier péché, et, avec lui, elle s'était détruite elle-même. Jessica observait toute la scène depuis l'ombre des coulisses. Elle ne ressentait pas de triomphe, pas de joie de vengeance, seulement une lourde amertume silencieuse. La guerre était terminée. Elle avait gagné. Mais le prix de cette victoire était énorme. Lorenzo fut arrêté directement sur scène. Il ne résista pas. Il resta simplement debout, le regard vide, pendant que les menottes claquaient à ses poignets.
Le scandale fut monstrueux. Il fit grand bruit dans tout le pays. Le nom Bernardi devint le symbole d'une escroquerie grandiose. Mais à travers la boue et la honte, une autre histoire émergea. Celle d'une femme qui n'avait pas cédé, qui s'était dressée contre tous et avait réussi non seulement à survivre, mais aussi à reconquérir ce qui lui appartenait. L'usine put être sauvée. Jessica, en utilisant l'argent qui lui restait et en prenant la direction complète, réussit à prouver que l'entreprise elle-même avait été victime d'une fraude. Les anciennes dettes furent restructurées. Grâce au tapage médiatique, de véritables investisseurs apparurent, qui ne crurent pas aux grands discours, mais en une femme à la volonté de faire, capable à elle seule de gagner une guerre. Paolo se retira totalement des affaires, finissant sa vie discrètement dans l'ombre de la honte de son fils, aux côtés d'une épouse silencieuse et brisée. Jessica ne parla jamais plus à Claudia. Entre elles s'étendait un gouffre qu'aucun pont ne pouvait combler. 6 mois passèrent. Jessica était assise dans le bureau qu'elle partageait autrefois avec Lorenzo. Désormais, c'était uniquement le sien. Il avait été transformé, il était devenu véritable. Pas aussi grand que ce que promettait l'arnaque de Lorenzo, mais honnête et rentable. Elle y apposa sa signature ferme et assurée. Puis elle se leva et s'approcha de la grande fenêtre qui donnait sur toute la cour de l'usine. Les ateliers tournaient, les machines ronronnaient, les ouvriers allaient et venaient. L'œuvre de son père vivait. Elle avait été sauvée. Aux yeux de toute la ville, elle n'était plus l'épouse trompée. Elle était la maîtresse des lieux. La chef de l'Empire Bernardi. Une nouvelle chef, redoutable et indestructible. Elle avait payé ce rôle d'un prix terrible, en perdant l'amour, la foi et la famille. Mais elle avait gagné ce qui comptait le plus. Elle s'était retrouvée elle-même. Et elle était prête à commencer une nouvelle vie. Sa vie. Ainsi s'acheva cette histoire. Lourde, n'est-ce pas? Une histoire sans réponse simple, ni fin incontestablement heureuse. Jessica avait vaincu, elle avait tout récupéré, et même davantage. Mais à quel prix? Elle restait seule, au milieu des ruines de sa famille, entourée de trahisons. Peut-on appeler cela une véritable victoire? Vous savez, je pense souvent à Claudia. Son dernier geste sur scène, qu'était-ce? Une rédemption? Une tentative désespérée de sauver au moins l'honneur de la famille, puisque le fils ne pouvait plus l'être? Ou bien une terrible vengeance d'une femme privée de sa plus grande illusion, de son sens de la vie? Elle avait détruit Lorenzo, mais en vérité, elle s'était détruite elle-même. Écrivez-moi, s'il vous plaît, en commentaire, comment vous interprétez son geste. Votre avis m'intéresse beaucoup. Et les hommes de cette histoire? Paolo, qui choisit le silence honteux à cause d'un vieux secret. Matteo, qui trahit sa sœur par peur et faiblesse. Peut-on les comprendre ou leur pardonner? Cette histoire laisse beaucoup de questions, et je serai heureux de les discuter avec vous dans les commentaires. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, merci de mettre un « j'aime » à cette vidéo. Votre soutien est très important pour notre chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires tout aussi captivantes. Nous faisons de notre mieux pour vous. Je vous souhaite le meilleur. À la fin de cette vidéo, au centre de l'écran, apparaîtra une petite fenêtre. Merci de cliquer dessus. Vous y trouverez d'autres de nos histoires les plus intéressantes. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.